Bonjour tout le monde. Là, on commence tranquillement. On laisse les gens arriver. Bienvenue dans ce mode webinaire. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Isabelle Cloutier de l'Association féministe d'éducation et d'action sociale, la FEAS. Puis, je vais activer ma caméra bientôt. Comme ça, je vais pouvoir vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue tout le monde. Et nos invités sont là. Donc, puis, même s'il y a des mains levées, on ne peut pas répondre aux mains levées. Mais par contre, vous avez une petite icône en bas c'est écrit Q&A, Q et A, avec un point d'interrogation. Et ça, si vous écrivez là, on va lire vos commentaires. L'équipe qui gère les commentaires ce soir. Donc, merci à Diane Matt, qui est sur le conseil d'administration de Québec Chaudière-Appalaches, également agente de liaison régionale pour la FEAS. Bienvenue. Et elle fait la gestion des questions-commentaires au niveau du chat. Donc, la question-réponse, si vous écrivez dans cette section-là, on va pouvoir vous lire. Soyez assurés de ça. Donc, bienvenue. Et donc, tout le monde est presque là. D-Joyce est là aussi. Donc, bienvenue officiellement, le webinaire est commencé. Donc, je souhaite la bienvenue à D-Joyce d'être présent avec nous ce soir. Bonjour. Ça y est, on t'entend. Ah, comment ça va? Bonjour Isabelle, bonsoir tout le monde, bonjour Dominique, ben, on se connaît, Diane, Sabri, comment est-ce que vous allez? Oui, ça va bien. Donc, bienvenue dans le webinaire. Puis, je vais vous présenter un petit peu plus, là. Donc, Sabri, bonjour. Sabri Adel Sadi qui est avec nous ce soir Bonjour comme à tous. intervenant avec Dominique Vincelli-Lorrain. Donc, bonjour Sabri. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Puis, Excellent. je pense que si jamais vous avez de la difficulté à nous entendre, vous pouvez nous écrire ça dans le chat. Puis, Diane, qui est la fée des messages envoyés sur le chat ce soir, elle va pouvoir nous donner les informations. Donc, bonjour Sabri. Puis, là, j'ai pas lu le descriptif, mais je vais vous le lire officiellement. Et bonjour Dominique. Donc, oui, est-ce qu'on Bonjour. t'entend? Est-ce que ça fonctionne bien? Moi, je Oui, vous ça va. entends bien. Oui, le son, ça va. Donc voilà. Donc bienvenue dans le webinaire qu'on offre l'Association féministe d'éducation et d'action sociale dans le cadre de l'opération Temps de la main. Pour nous, c'est la 28e opération Temps de la main dans l'histoire. C'est 12 journées où est-ce qu'on participe à sensibiliser la population aux problématiques de violence, violence faite aux femmes, violence en général, mais violence faite aux femmes et aux filles. Plus spécifiquement, cette année, on a une thématique qui est en lien avec les violences conjugales et intrafamiliales. Donc, c'est pour ça qu'on a un invité spécial aussi, que D-Joyce est présent, puis il va parler de son expérience et il va nous raconter son processus et pourquoi aussi qu'il a fait un projet musical. Donc, voilà. Donc, vraiment, merci d'être présent avec nous ce soir. Et donc, si je vais un peu plus avec une présentation, on va dire, officielle, donnez-moi deux petits instants. Donc, voilà. Dans l'invitation, vous avez vu un peu. Donc, nous, ben, c'est ça, D-Joyce nous a approchés. Donc, il est accompagné ce soir d'une personne qui collabore de près à son projet, Sabri Adel Sadi, spécialiste en mobilisation des connaissances en matière de violence conjugale, avec des S, les violences conjugales, et des impacts de celles-ci sur les enfants. Donc, Sabri, il est étudiant au doctorat chargé de cours et spécialiste en mobilisation des connaissances. Il a participé à plusieurs projets de recherche au Québec, en Ontario, et ses intérêts de recherche se portent plus spécifiquement sur l'exposition à la violence conjugale ou aux violences conjugales et les besoins des femmes qui cherchent à sortir de ces violences, puis bien sûr l'impact sur les enfants qui sont là. Puis Dominique Vincelli-Lorrain, intervenante externe et en sensibilisation à la maison La Traverse, qui est située dans la région de la Naudière. C'est de l'hébergement d'urgence pour des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, ainsi que services associés. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est que c'est pas seulement des maisons d'hébergement.
Et ben, elle est présente avec nous ce soir pour ben, permettre au public aussi de comprendre les réalités complexes des femmes et des enfants qui sont victimes, savoir comment agir en tant que témoin de ces violences-là, mais en ayant en tête aussi que aider et tenter d'aider, ça peut parfois être nuisible. Donc, on va comprendre un peu tout ça ce soir. Donc, voilà, quand il est question de maltraitance, c'est toujours plus compliqué qu'il n'y paraît. Et bon, ben, Diane, je vous ai présenté Diane Matt, qui est notre fée ce soir sur le chat pour aller relever vos questions. Donc, n'hésitez pas à aller écrire vos questions, commentaires dans le chat. Ben, Dee Joyce, déjà faire une petite parenthèse que quand que Dee Joyce nous a écrit, ben, j'ai trouvé ça intéressant. J'en ai parlé à Rouba Amadi, notre coordonnatrice. Tout ça, on s'est dit, ah, c'est intéressant comme projet. C'est pas commun. C'est un artiste engagé, un chanteur de la scène montréalaise qui a gagné plusieurs prix, qui était nommé cette année à la disque, oui, dans la catégorie R&B, Soul. Et nous, wow, bravo, bravo. Et son projet, c'est un projet de musical de 5 pièces musicales et plus encore parce qu'il a rassemblé beaucoup de gens autour de lui, dont nous, et pour sensibiliser aux violences conjugales. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on est rentré en contact avec des Joyce. Il va faire la première partie, ça va être son témoignage. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole. Mais déjà, je tiens à te remercier, Isabelle, également Rouba, parce que c'est vrai que ce projet musical où au tout début, bah, j'étais avec Sabri, on a essayé de rencontrer le plus de collaborateurs possible sur ce projet-là, notamment des organismes, des centres de femmes. Et quand on s'est rencontrés, donc c'est il y a quelques mois maintenant, quand je t'ai rencontré par Zoom, j'ai rencontré une personne très, très humaine, très compréhensive. Et ça fait du bien parce que quand on parle de violence conjugale, de violence faite aux femmes, on pense souvent à l'écoute, tu sais, à être entendu, qu'on puisse partager ce que l'on vit. Et c'est ce que j'ai retrouvé à travers nos échanges. Et ça m'a fait beaucoup de bien, autant personnellement que voilà, humainement et artistiquement parlant. Et comme Isabelle vous le mentionne, effectivement, bah, je suis un chanteur de la scène R&B à Montréal où en fait je tente de pouvoir faire une différence à travers des messages très forts, avec notamment un premier album où je parlais du consentement en relation. Parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas le temps de, comme je dis, d'aimer, mais d'aimer avec du respect, prendre le temps de respecter la personne avec qui on partage sa vie. Et donc, j'essaye de passer des messages forts tout en essayant de me guérir moi aussi parce qu'en ayant vécu la violence conjugale, parce que voilà, ma mère est une survivante. Ma mère a vécu la violence conjugale pendant près de 20 ans, 25 ans. Et dans mon parcours de vie, j'ai été placé en pensionnat parce que ma mère ne pouvait pas, bah, elle acceptait pas de me voir vivre ça au quotidien et elle voulait entamer des démarches parce que vous savez que dans les aides qu'on a ici au Québec, on a des maisons de première étape, on a des maisons de deuxième étape, mais dans les années 90, c'était très très difficile, ça n'existait pas vraiment totalement et les femmes étaient laissées finalement toutes seules. Donc, j'ai été placé en pensionnat. Et c'est grâce à ce pensionnat-là où j'ai pu avoir la chance d'être accompagné par des éducateurs spécialisés. J'étais accompagné par des psychologues, par des accompagnateurs et accompagnatrices qui m'ont aidé à vivre avec ça et à grandir avec ça. Parce que je suis rentré en pensionnat quand j'avais 10 ans et j'en suis sorti quand j'avais 15 ans. Donc, j'étais comme enfant et ensuite adolescent. Et aujourd'hui, les risques qu'il encourt, c'est que quand on est laissé finalement à l'abandon, bah, on peut soit tomber dans la drogue, on peut tomber dans des travers qu'on a à l'adolescence parce qu'on peut être rebelle, etc. Mais j'ai eu cette chance d'être très bien accompagné et finalement, j'ai développé cet art pour la musique qui a été très libérateur, très, on va dire, c'était finalement ma psychanalyse à moi de me livrer avec la musique. Et aujourd'hui, j'en fais vraiment un combat personnel de pouvoir faire de mon art quelque chose qui va servir dans la société, quelque chose qui va pouvoir aider les femmes comme ma mère qui sont des survivantes et qui n'ont pas encore eu le courage de pouvoir en parler ou juste de partir ou quitter un environnement
qui est néfaste. Et non pas parce que tu sais, elles n'ont pas envie, mais parce que des fois, ça fait peur de partir, ça fait peur de quitter, ça fait peur d'en parler, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va nous attendre derrière une fois que je pars? Et j'ai pas d'argent, j'ai pas de ressources, mais comment est-ce que je fais? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très, très content d'avoir, moi en tout cas, même si ça fait 25 ans que j'ai vécu ça, mais d'avoir pu rencontrer des personnes comme Isabelle, comme Dominique, qu'en plus on s'est rencontrés sur un plateau télévision, qui ont des ressources, qui mettent en place des actions concrètes sur le terrain. Et donc, ce qui fait que, voilà, je me suis établi en tant qu'artiste. Oui, j'ai eu des trophées, oui, j'ai eu des réussites, mais aujourd'hui, comment est-ce que je peux redonner? Comment est-ce qu'avec ce projet, je peux aller rejoindre des femmes et des enfants? Et c'est là que j'ai rencontré Sabri, il y a plusieurs mois, qui m'a dit, voilà, moi, en tant que Sabri, j'ai la connaissance sur le terrain, comment est-ce qu'on peut traduire ton projet en action concrète? Et de là, on a enchaîné les rencontres. On a eu la chance de pouvoir rencontrer la députée porte-parole en conditions féminines, Madame Brigitte Garceau, et aussi porte-parole de la protection de la jeunesse. On a rencontré Bianca Larochelle de la protection de la jeunesse. On a rencontré la ville de Montréal, AFEAS, le Centre des femmes du plateau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me présente à vous comme une personne ayant une très, très grosse équipe derrière moi, une armée, et je peux vous garantir que si vous qui nous regardez ce soir, vous vivez la violence conjugale, vous l'avez vécu ou vous en êtes sorti, mais maintenant c'est quoi le après? Sachez qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour vous. Et aujourd'hui, l'opération Tendre la main fait partie de ces outils-là. Et voilà, pour continuer à en parler autour de vous, distribuer des rubans blancs, c'est important de sensibiliser et de montrer que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à le vivre et que même si vous ne le vivez pas, mais vous connaissez des personnes qui l'ont vécu, et bien voilà, il y a des façons d'aider, il y a c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir les bons mots, d'avoir la bonne méthode, mais c'est possible et on peut s'en sortir. Et le message à travers le projet Garçon, parce que oui, je parle de garçons, le cheminement qu'on a quand on devient adolescent et adulte, c'est que, on peut s'en sortir et on peut avoir des beaux parcours et ensuite redonner et aider. Parce que le but, c'est que, on est dans une société où on veut tout rapidement, on consomme rapidement, on noue des relations qui sont des fois éphémères, on ne prend pas le temps de connecter avec les personnes, mais, euh, mais prenez le temps de vous rassembler, de parler de choses, de créer aussi des choses à travers l'art, euh, la peinture, la danse, ou tout ce que vous pouvez connecter, partager et aidons-nous. Des fois, faire un don, c'est parfois rien, aider son prochain. Donc voilà, c'était une introduction qui était un petit peu longue, mais je vois qu'Isabelle, tu lèves la main, mais c'est un peu ça le, voilà, le cœur du projet, c'est garçon. Quel est le cheminement d'un garçon qui a vécu la violence conjugale et qui veut rendre hommage à sa mère et à toutes les femmes survivantes? Mm. Oui, puis c'est sûr, j'ai levé la main parce que euh, tu sais, on a parlé aussi de ton contexte qui n'était pas facile en tant qu'enfant. J'aimerais ça que tu puisses nous en parler un petit peu. Oui, en fait, en tant qu'enfant, ce qui a été très dur petit, c'est que je voyais ma mère. Et en fait, je voyais, j'entendais, et en fait, j'ai grandi dans un environnement de peur qu'il arrive quelque chose à ma mère, de peur qu'il m'arrive quelque chose et de ne pas être en fait en sécurité là où je pensais que c'était un peu mon cocon parce que la maison, j'avais ma chambre, c'est là où je pouvais me cacher, je me faisais des cabanes. Vous savez, quand on est enfant, on fait souvent des cabanes avec un drap où on se cachait. Et en fait, j'allais me réfugier dedans dès que j'entendais un moindre cri, quelque chose où je me dis, il se passe quelque chose. Et quand on grandit dans cet environnement de peur, même quand il ne se passe rien, une chaise qui tombe, un bruit dans la rue, ça nous ramène à ça et on a peur tout de suite, même s'il ne se passe rien. Et en fait, ma mère qui me disait, parce qu'en fait, on en parle beaucoup en ce moment, parce qu'il y a ce projet qui sort, mais ça la ramène aussi dans des souvenirs. Elle me disait que si elle quittait pas, c'est parce qu'elle avait peur que je sois pas en sécurité, même ailleurs, ou que j'ai pas
tu sais, qu'on n'ait rien pour manger, pour vivre. Donc finalement, elle acceptait de rester dans une situation qui est dangereuse, mais pas par manque d'amour. Et, oh my God, attendez, attendez. Isabelle, tu m'as vu fondre en larmes lundi. Je suis désolé, mais Non, mais c'est et, normal. Prends le temps de respirer. ouais. Pas de problème. Et en fait, la position des femmes, des mères, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut protéger son enfant? Parce que me placer en pensionnat, ça a été très dur pour elle parce qu'elle a dû euh, rompre son statut de mère pendant un instant. Et en fait, les mères qui partent, elles veulent pas rompre avec leurs enfants. On a peur que la protection de la jeunesse vienne des fois peut-être prendre des décisions à contre-cœur. Et donc finalement, elles restent pour protéger leurs enfants au péril de leur vie. Et c'est très, très dur. Et lundi, lors du lancement de l'album, j'ai rencontré une dame qui était en fauteuil roulant, qui a accepté justement de rester pour ses enfants et qui en a perdu l'usage de ses membres sous les coups de son mari. Et c'est des choses que quand elle m'en a parlé, j'ai fondu en larmes parce que c'est ce que je voyais à travers ma mère elle se mettait beaucoup de maquillage parce qu'elle avait beaucoup de traces sur le visage. Et des fois, quand j'entendais des gens qui disaient, oui, tiens, ta mère, elle se maquille trop, on dit, où est-ce qu'elle va quand elle se maquille comme ça, on dirait qu'elle est, tu sais, des mots très, 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 très difficiles, mais parce qu'elle se maquillait, parce qu'elle avait des marques sur le visage qui se voyaient encore, et ça me faisait tellement mal au cœur quand je la voyais. Elle m'emmenait au magasin à Sephora, donc une boutique de maquillage, et elle demandait à chaque fois le maquillage haute couvrance. Et c'est ça que j'ai dans ma tête quand elle allait chercher de haute couvrance pour camoufler tout ça. Et donc c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour toutes les femmes qui ont des enfants. Et c'est ça, c'est les maisons d'hébergement, maisons deuxième étape. Et, euh, et c'est ça un peu, Isabelle, pour répondre à ta question, ce cheminement en tant qu'enfant, c'est comment est-ce qu'on grandit dans ça, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, de peur, et de peur qui ne s'arrête jamais, parce que encore aujourd'hui, j'en fais des cauchemars, et j'essaye de vivre avec, je vis avec, j'ai cicatrisé, mais après, il y a beaucoup d'inconscient. Donc, c'est pour ça que toutes les thérapies avec les éducateurs spécialisés essayent de faire en sorte que, voilà, on peut vivre de façon normale et Mhm. mieux, et c'est ça. Donc, pour poursuivre, en fait, c'est que tu as eu de l'aide d'éducateurs spécialisés. Là, on était un peu sur ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce Isabelle? bout-là? Oui, Isabelle, on t'entend pas tellement bien. vous ne m'entendez pas. Et là, Pas est-ce que vous tellement bien. m'entendez? Non, c'est pas assez? C'est pas assez fort? Oui, là, tu peux. Oui, c'est un peu C'est mieux quand mon, tu Ça rapproches. marche, Oui. je vais rapprocher mon petit micro. En fait, puis je parle pas fort, là, le sujet est sérieux. Donc, ouais, c'est ça, je me demandais, là, tu sais, tu as eu quand même des Joyce dans ton processus de l'aide à l'adolescence. Si tu peux nous en parler un peu plus. Oui, ben, en fait, quand je suis arrivé en pensionnat à l'âge de 10 ans, c'est un établissement qui est... J'ai vécu quand même des belles années. Je peux pas le nier parce qu'on est dans des chambres où on est souvent trois par chambre, donc c'est toujours séparé garçons et filles. Et en fait, je vais à l'école de façon normale et le soir, je rentre dans le pensionnat et il y a une partie études où on va faire nos devoirs, souvent 2 heures. Et ensuite, on a 1 heure où on rencontre un éducateur spécialisé qui nous laisse la possibilité de pouvoir parler. On parle comment est-ce qu'on se sent en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé par exemple, quand on a l'étude le lundi, quand on est rentré le dimanche soir après avoir passé la fin de semaine avec notre mère ou nos parents, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Est-ce que tu veux en parler? Et comment tu t'es senti? Et là, on parle. Et après, ils essayent de rechercher en nous nos frustrations et nos peurs, qu'on puisse les exprimer. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on refoule souvent ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu entendre. Et c'est ce qui fait qu'après, on refoule, on refoule, on refoule. Et après, il suffit et des fois, c'est bête, mais après, quand on est à l'école, il y a des chamailleries d'enfants normaux. Mais quand on est poussé dans ces chamailleries-là, on peut expulser ce qu'on a vécu, ce qu'on a enfoui. Donc, c'est ça qu'ils veulent euh, dénouer. Donc, il y a beaucoup de séances de parole,
on parle avec les autres jeunes. Et donc voilà, c'était vraiment ces accompagnements qu'on avait régulièrement et, euh, et très humains. Quand j'étais à ce moment-là, entre 10 et 13 ans, je voyais même pas que c'était des éducateurs spécialisés, c'était comme des grands frères et des grandes sœurs. Et souvent, quand je suis sorti de là à l'âge de 14 ans, j'avais l'impression que c'était aussi des membres de ma famille. Quand ils voyaient ma mère, il y avait vraiment une espèce de connexion. Et c'était tout le temps des personnes qui, elles aussi, ont vécu des choses dans leur enfance et qui aujourd'hui sont des éducateurs spécialisés et qui ont réussi, de par leur enfance, à transformer ça en une aide. Et c'est ça que j'ai trouvé fort, c'est que je me sentais connecté à eux. C'est ça. Et voilà, c'était même pas des psychologues ou des éducateurs spécialisés, c'était juste voilà, des frères et des sœurs. Et c'est pour ça que l'accompagnement, des fois, on a peur de mettre le mot sur je vais consulter, je vais voir un psychologue, je vais voir un éducateur spécialisé. Mais souvent, ce sont des personnes qui ont juste développé des outils professionnels parce qu'ils en ont fait leur spécialisation pour pouvoir nous aider au mieux et débloquer des choses et qui fait que voilà, on fait moins de cauchemars, on vit mieux, on passe des meilleurs moments en société parce que des fois on a peur. Moi, il y avait des moments où j'osais plus aller vers les gens, j'osais plus parler parce que des fois, quand on est en communauté, bah, on a des sujets où on parle et on dit: Ah, mais toi, tu as fait quoi hier soir? Bah, ça te ramène à ce que tu as pu voir, à ce que tu as entendu, tu n'oses pas en parler, donc tu n'oses plus sortir. Et ça prend beaucoup de revivre en communauté, de revivre avec des gens, de repartager des moments de vie par peur du jugement parfois. Donc, c'est Ouais. ça. Wow. Il y a Diane qui a levé la main, ma chère Diane. Oui, en fait, il y a déjà quelques questions pour toi, des Joyce, sur le chat. Est-ce que le silence dans ton entourage était lourd à supporter? Ça, c'est une première question. Puis une deuxième question, ben, on parlait justement si tu avais la force d'en parler à des amis dans ta jeunesse ou c'était plutôt honteux de vivre ce que tu vivais, si c'était plus fort, si ça l'emportait sur le besoin de ventiler avec tes amis. Waouh, c'est une très belle question parce qu'aujourd'hui, comme je disais encore à une amie à moi, le projet que j'ai fait, garçon, j'avais aussi un sentiment une envie de vengeance. De vengeance parce que très longtemps, pendant mon adolescence, j'en ai voulu à mon oncle, enfin à mes deux oncles, à mes tantes, d'avoir vu, d'avoir vu ce qui se passait et d'avoir normalisé ça. Et des fois, d'avoir dit à ma mère: oui, mais en même temps, tu n'as pas forcément besoin de te plaindre, tu as une belle vie, tu as une maison, tu as tout ça. Et donc, c'est comme si ça avait été normalisé et j'en ai beaucoup voulu surtout à mes oncles qui sont les figures masculines et que pour moi, une figure masculine était protecteur, protéger votre sœur qui le vit et, et que personne n'en parle. Tout le monde regarde, observe, on voit tout le monde voyait ma mère avec des bleus, des hématomes, des bandages au visage. Et, et donc oui, donc ce silence m'a fait beaucoup de mal. Et après, en fait, ce qui m'a cicatrisé de ce silence-là, c'est de comprendre que des fois, quand on voit la violence, bah, on ne sait pas comment agir. Donc, c'est ça qui m'a un peu soulagé de me dire, bah, peut-être que mes oncles et mes tantes ne savaient pas comment agir à ce moment-là, n'avaient pas les ressources nécessaires, les moyens. Et peut-être que ma mère était braquée, peut-être qu'elle n'en parlait pas, qu'elle avait honte. Euh, Mm. donc, c'est effectivement le silence, ça a été très dur. Et je pense que c'est le silence qui fait le plus mal quand, je pense que c'est ça aussi qui a été très dur. Et la deuxième question, c'est est-ce que j'en parlais à mes amis à l'époque? Non, malheureusement, non, j'en parlais pas. Parce que beaucoup de fois, j'arrivais en pleurant à l'école. Et c'est pour ça que j'ai une chanson qui s'appelle Garçon, où je dis Garçon, sèche tes larmes. C'est quand j'arrivais à l'école, on me disait non, tu peux pas pleurer, tu es un garçon, les garçons, ça pleure pas. Et c'était très difficile de me dire que je dois rien dire. Et, euh, et je me souviens quand ma mère ne pouvait pas sortir parce qu'elle était soit avec un bandage ou alors elle avait des bleus, elle venait pas me chercher à l'école. Et je voyais toutes les mères de famille avec leurs pères qui venaient chercher leurs enfants. Et en fait, moi, j'étais tout seul. J'avais 6-7 ans et je rentrais tout seul chez moi et je voyais tout le monde comme
des belles familles où tout se passe bien. Et en fait, moi, je suis seul à rentrer. Et quand je rentre, bah, je vois ma mère qui est toute seule, qui des fois était juste une statue dans le salon. Et quand j'arrive, c'est là qu'elle fait une mine de sourire, tout va bien, mais je vois bien que ça va pas. Donc, j'en parlais pas à mes amis et je gardais ça pour moi. J'en parlais aux éducateurs de temps en temps. Je pense que c'est plus vers 13 ans, 14 ans où j'ai commencé à en parler davantage parce que je ruminais beaucoup. Je ruminais beaucoup. Et à l'âge de 10, 11 ans, j'observais, je regardais. Je parlais pas trop, j'étais très timide, très timide. Je pense même que là, aujourd'hui, avec la musique, je chante, je danse, je suis très expressif, je suis très joyeux, très aimant. Mais une période où je parlais pas du tout. Je parlais pas, je regardais, j'observais. Je voulais pas déranger. Et je voulais pas déranger pour pas qu'on me pose des questions où je vais être gêné, en fait, de répondre. Des fois, on me demandait, oui, ta maman a fait quoi comme travail? Et je n'osais pas dire, oui, mais ma mère, elle travaille, elle va faire des ménages, elle va faire du ménage le soir. Elle a son travail, mais elle est auxiliaire de vie, justement, elle aide aussi les personnes en situation de handicap. Et, euh, et dès qu'elle finissait sa journée à 6 heures, après, elle partait faire des ménages pour pouvoir essayer d'accumuler plein d'argent. Et en fait, elle demandait à son employeur de la payer en cash pour qu'elle puisse cacher l'argent chez des amis à elle. Parce que, bon, vous savez toutes qu'il y a aussi la violence économique, où c'était mon beau-père qui gardait les comptes. Euh, et en fait, il venait aussi voler l'argent dans ma tirelire, que justement, ma mère, des fois, elle mettait des 1 euro, bah, quand j'étais en France, des 1 euro, 2 euros. Et en fait, ils venaient prendre l'argent pour aller s'acheter de l'alcool. Et, euh, et c'était. Alors, c'était. Ouais, c'était difficile. Mm. C'était très difficile. Euh, écoute, dans tout ce processus-là, en fait, il y a eu un moment, tu sais, comme la phobie sociale, là, tu sais, le fait d'avoir de la difficulté là, d'aller vers les autres. Là. En fait, dans ce processus-là, en fait, tu t'es rendu compte quand même, il y a eu un déclencheur là, par rapport à s'ouvrir aux autres, en parler. Pour toi, ça a été quoi, là, ton déclencheur, là, peut-être vers la fin de l'adolescence, je sais pas. Alors, le déclencheur, ça a été la musique. Alors, avant la musique, c'était l'écriture parce que j'écrivais des poèmes. J'écrivais beaucoup de poèmes à ma mère. J'écrivais des poèmes où je lui disais qu'elle est belle. En fait, c'est. Oh là là, je suis désolé. Regarde, excusez-moi. Enfin, excusez-moi dans le Zoom. C'est pas du tout professionnel de donner une conférence et de Non, mais réfléchir. c'est normal d'avoir des émotions, par contre. Les Pardon. émotions sont bienvenues. Et, Isabelle, je me demandais, est-ce qu'on a le droit de réagir, nous, dans cette période, ou c'est Ben, plus pour non, du Joyce? vas-y, Parce que toi. j'osais pas. Ben non, je voulais juste dire à quel point tu es courageux et à quel point je respecte vraiment là ce que ton témoignage dit, Joyce. C'est super puissant. Puis c'est beaucoup de force de s'attacher à un vécu comme ça. Fait que, tu sais, depuis tout à l'heure, je sais que tu nous en donnes beaucoup. Puis que je me disais que j'allais quand même reconnaître ça, mais je veux pas prendre trop d'espace. Fait que voilà, je voulais juste savoir aussi si on avait le droit de. Merci, c'est une bonne intervention. Merci, Sabri. Oui, on lève notre chapeau à ton courage. merci beaucoup. Et oui, donc j'écrivais des poèmes où je disais à ma mère qu'elle est belle, malgré qu'elle ait des marques sur le visage, et, euh, et que je sais que un jour ça va bien aller, un jour ça va bien aller. Donc j'écrivais tout ça. Il n'y avait pas de rime, c'était vraiment juste j'écrivais. Et, euh, et j'ai eu la chance quand j'avais 12 ans, ma prof de musique m'a dit que si je voulais rejoindre la chorale de l'école, donc j'ai rejoint la chorale. Et de là, on a commencé à chanter et j'ai adoré ça. Et, euh, et en fait, on chantait une chanson et c'était tous les cris, les SOS qu'on devait chanter à la fin de l'année. Sauf que pendant que je chantais juste avec ma prof de chant
tout seul avec, donc, qui était ma prof de musique, tout allait bien, j'apprenais. Et le jour du concert de l'école de fin d'année, c'est le moment de chanter devant toute l'école. Et là, ma voix, elle ne veut pas sortir. Ma voix ne veut pas sortir. Je n'arrivais pas à chanter. Donc, tous les élèves ont ri de moi, mais bon, c'était pas grave. Moi-même, j'en ai ri. Et en fait, là, j'ai commencé à avoir des beaux compliments de ah, ben, t'as quand même un petit brin de voix intéressant. Et de là, j'ai commencé à chanter, chanter, chanter. Et c'est là que je me suis libéré. Je me suis ouvert aux autres. Et en fait, quand on m'a dit, tu es capable, et quand on m'a donné des éléments positifs, c'est là que j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et, euh, et après, bon, vers l'âge de 15-16 ans, c'est là où on commence à découvrir sa sexualité. Donc là, je me découvrais un nouveau moi. Et tout en ayant, en fait, c'est comme si j'avais une dualité entre moi juste en tant qu'adolescent qui grandit et moi avec mon vécu. Donc, ce qui fait que j'étais en train de jongler entre les deux, mais ça s'est bien fait. Et je pense que le travail des intervenants et des intervenantes fait que justement, ils arrivent à trouver cet équilibre entre les deux. Et donc, c'est ça pour répondre à ta question, c'est vraiment l'art, la musique qui a été déclencheur. C'est pour ça que je pense que quand on vit quelque chose, tu sais, j'ai rencontré Nathalie Trottier qui est artiste peintre aussi. De par son vécu, elle a transformé sa douleur en art avec la peinture. Et d'ailleurs, chez moi, j'ai peint un mur, j'ai fait n'importe quoi, mais juste de peindre, ça m'a comme soulagé et j'ai peint après le lancement. Ça m'a comme évacué, c'était hier. Et c'est ça, je pense que de l'art, écrire, euh, parler, euh, ça peut faire beaucoup de bien. Dis, Joyce, il y a plusieurs questions dans le chat, dont celle-ci, si je vais résumer un peu, là. Comment ta mère essayait de t'expliquer ce mode de vie, donc de tenter de normaliser la violence que vous viviez au quotidien? Puis, une fois adulte, est-ce que vous avez reparlé à vos oncles, vos tantes? J'imagine que là, on fait mention du pardon ici. Puis, on ajoute que nous sommes de tout cœur avec toi et qu'ils sont profondément touchés par ton témoignage. Merci beaucoup, ça me Donc, comment ta mère pouvait normaliser ou t'expliquer tout ça, puis comment, euh, comment les relations ont repris une fois adulte? Est-ce que ça a été facile de pardonner ou d'entretenir ou de cultiver des relations familiales? Alors, pour répondre à la question sur qu'est-ce que ma mère me disait Hmm. ou autre, elle me disait pas grand-chose, voire rien du tout. De ce que j'ai compris des années après, c'est que elle ne savait pas quel mot utiliser pour pas faire pire, pour pas amplifier ce qu'elle savait que j'avais vu, ce qu'elle savait que j'avais entendu. Mais tout ce qu'elle me dit, c'est ne t'en fais pas, ça va bien aller, je vais bien aller. Et c'est ça qu'elle disait. La personne qui prenait beaucoup de mots et de dialogues, c'était ma grand-mère. Parce qu'en fait, ma grand-mère, qui est d'une autre génération, voyait sa fille qui était victime. Et c'est elle, ça l'a fait beaucoup souffrir de voir sa fille qui est victime de violence et que justement, ma mère a fait en sorte que, avant, ma grand-mère vivait avec ma mère et moi. Et comme ma grand-mère voyait ce qui se passait, ma grand-mère après est partie vivre chez un de mes oncles. Mais elle savait ce qui se passait et souvent ma mère m'envoyait chez ma grand-mère et ma grand-mère me donnait beaucoup de mots pour me dire t'en fais pas. Ça, ce que tu vaux, ce que tu peux entendre, non, c'est pas normal. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Et, euh, et c'est pour ça que ma grand-mère, je dis toujours qu'elle utilisait des formules magiques parce qu'elle m'a toujours donné beaucoup de force en me disant dans la vie, tu vas devoir te battre. Dans la vie, il faudra que tu sois une personne bien, il faut que tu fasses le bien autour de toi. Elle essaie comme de compenser ce que je pouvais voir pour faire en sorte qu'il ne faut pas que je reproduise, parce qu'il y a aussi des fois, et ça arrive, tu sais, on ne peut pas se le cacher, il y a des beaux parcours, mais aussi des schémas où on reproduit ce qu'on a pu voir dans son enfance.
Et elle m'envoyait beaucoup d'énergie. Et je comprenais rien. J'avais 7-8 ans, mais de ces mots, j'en ai encore des échos aujourd'hui. Donc, on n'en parlait pas avec ma mère. Et en grandissant, j'en ai voulu à ma mère de ne pas en parler ou de ne pas m'expliquer. Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'elle me mettait en pensionnat à un moment donné parce que soit j'avais fait une bêtise, est-ce que c'était de ma faute? Parce qu'en fait, c'était mon beau-père. Et du fait que je sois un peu l'enfant un enfant un peu comme une famille reconstruite, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis un peu la troisième pièce, sachant que mon beau-père et ma mère ont eu un enfant, donc mon petit frère, qui lui est vraiment l'enfant des deux. Souvent, mon beau-père faisait des cadeaux à mon petit frère et pas à moi. Donc, souvent, à mes anniversaires, j'avais pas de cadeaux. Et comme ma mère n'avait pas forcément la main sur l'argent, mon petit frère avait des cadeaux et moi, je n'avais pas de cadeaux. Donc, moi, je voulais comprendre pourquoi est-ce que moi, j'ai pas accès à tout ça. Pourquoi est-ce que les autres enfants vont faire du sport, moi, je fais pas de sport. Bon, j'en ai fait après. Mais pour tout ça, je lui en voulais, mais c'était pas de sa faute. Elle y était pour rien. Mhm. Et donc, ce qu'il a fallu reconstruire après, c'est le dialogue sur finalement, tu y es pour rien, tu as fait de ton mieux. Et donc, c'est pour ça que ce projet garçon, il est aussi très réconciliant avec ma mère parce que j'ai pu mettre en musique ce que j'arrivais pas à lui dire et on a pu parler ensuite. Et aujourd'hui, elle est très, très contente que je puisse parler au nom de plein de femmes qui le vivent parce qu'aujourd'hui, avec ce projet-là, elle parle aussi avec plein de femmes et Mhm. elles discutent entre elles et elles partagent leur vécu. Et même si tu en as qui n'ont pas encore atteint le seuil de je vais partir, mais juste d'en parler, peut-être qu'elles vont partir dans 1 an ou dans 6 mois, ou qu'elles vont juste appeler SOS violence conjugale pour juste en parler. Et donc, c'est ça. Et oui, et effectivement, et le pardon avec mes oncles, aujourd'hui, je pense pas que je suis au stade du pardon, mais je vous incite vraiment à pardonner. Vraiment, vous qui voyez, il ne faut pas me prendre exemple sur moi, c'est juste que le pardon, c'est très, très difficile dans mon cas. Je ne sais pas si je vais y arriver en toute honnêteté, pardonner des personnes qui ont vu, qui n'ont rien fait. Euh, et peut-être juste essayer de comprendre qu'ils n'ont pas eu les outils pour pouvoir aider. Le pardon, c'est très difficile. Enfin, c'est très difficile, mais on peut travailler avec, le pardon n'empêche pas la compréhension. Mais c'est ça. Mais on dit toujours qu'il faut pardonner, c'est important. C'est pas évident. Ça reste aussi un autre travail après. Après, il y a aussi le pardon. Est-ce qu'on pardonne son agresseur? Dominique semble avoir quelque chose à dire. Ben, c'est sûr que la notion du pardon, je trouve ça très gros. C'est quelque chose qu'on entend énormément, que ce soit les enfants, les femmes qui passent en maison, qui ont nos services. Euh, mais je pense que le plus important, c'est tout d'abord de se pardonner soi-même. Tu sais, soit d'être resté, soit d'avoir pensé que c'était de sa faute ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, oui, le pardon est important, mais le pardon de moi à moi. Les autres personnes, donc les agresseurs dans ces cas-là, ou les co-agresseurs, comme on peut les appeler, parce que tu es au courant, ben ça, je pense que c'est à cette personne-là de se pardonner ou d'aller chercher, en fait, même soit des explications ou d'aller communiquer avec la personne. Euh, Puis honnêtement, juste tout ce que tu fais en ce moment, Joyce, pour moi, ça permet en fait d'ouvrir la porte à justement aux personnes qui sont victimes de pouvoir se pardonner à eux. Et je trouve ça tellement, tellement beau que tu aies, en fait, que tu nommes que ta maman est une survivante, mais toi aussi, tu es un survivant. Fait que ce que tu es en train de faire, la place que tu es en train de prendre, pour moi, elle est tellement importante et honnêtement, ça m'émeut énormément. C'est ce que je voulais dire sur le pardon. Oui, merci Dominique. Puis il y a Sabri qui va ajouter quelque chose. Oui, merci, merci, merci beaucoup, Joyce. Moi, je pense la même chose que Dominique par rapport au pardon, qui est d'abord un pardon
à nous-mêmes, pardon, à soi, comme tu sais, comme tu l'as dit souvent. Puis aussi, tu sais, de se retirer la culpabilité. Parce que quand on est enfant puis qu'on vit dans la violence, on pense toujours que c'est de notre faute. Puis, tu sais, tu l'as bien expliqué quand tu disais, oui, je rentre à la maison, mais même s'il se passe rien, il suffit que quelque chose tombe, quelque chose passe pas comme prévu. Tu sais, cette hyper-vigilance à toujours tout vérifier pour s'assurer que, oh, ce qui va se passer, il y a un début de chicane, quelque chose qui est pas bon, quelque chose qui est pas habituel. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment fort que tu partages ça parce que ça vient aider, en fait, les personnes à se reconnecter aussi à toi et à ton histoire. Puis c'est ça. Je voulais savoir, moi, donc, quand, quand tu étais, jeune, tu sais, de 5 à 14 ans, euh, c'était quoi les choses qui te faisaient du bien? C'est quoi qui, c'est quoi qui, c'est quoi qui te permettait des fois un peu de, pas d'oublier, mais tu comprends ce que je veux dire, comme d'avoir un moment à toi. Tu sais, genre, c'était quoi, toi, tes stratégies ou c'était quoi les activités ou ça m'intéresse beaucoup, ça. C'est une bonne question. En plus, la fourchette d'âge est très grande parce que il y a une période, je pense, entre 5 et 7 ans. Je pense, je pense pas avoir eu de moment où je me sens comme en sécurité, où je me sens protégé, où je me sens. Parce qu'il y a toujours eu des conflits. Et au-delà de la violence, il y avait même des conflits entre mon beau-père et mon père, du coup, mon géniteur officiel, entre guillemets, parce que du fait qu'il m'ait recueilli, ce qu'il disait à l'âge de 3 ans, bah, ça a fait que ça a fait des conflits dans la famille. Il voulait absolument que je l'appelle papa alors que c'est mon beau-père. Donc, si je l'appelais papa, si je l'appelais pas papa, ça criait à la maison. Quand mon père, qui lui était au Cameroun, bah, même s'il n'était pas présent, il essayait de m'envoyer des jouets. Il m'a acheté des rollers, par exemple, ou il m'a acheté des jouets pour enfants. Bah, du coup, il les cassait. Et ce qui fait que j'avais jamais de moment de répit, en tout cas à ce moment-là. Et en fait, entre 5 et 7 ans, de mon souvenir, on faisait que des allers-retours. Je vois, on partait à 2 heures du matin, on courait à la police. Ma mère était en robe de chambre et on partait à la police. Et après, on repartait parce qu'il ne se passait rien à la police. Elle a dû déposer une trentaine, quarantaine de plaintes, des mains courantes, mais ça n'aboutissait jamais. On rentrait toujours et c'était un cercle. Ça continue à chaque fois. Donc, le seul moment où j'ai trouvé un moment où je me sentais peut-être bien, je te dirais, c'est peut-être à l'âge de 8 ans où j'avais les cartes Pokémon à l'époque et que de collectionner les cartes Pokémon et d'avoir Pikachu ou Dracofeu, j'étais content, ou que ma grand-mère m'a acheté des billes et qu'on allait jouer dans la cour. Mais c'était vraiment ces petits moments-là, mais qui sont très égarés parce que dès que je rentrais, il y avait quelque chose. Et c'est pas évident. Et aujourd'hui, j'en ai encore beaucoup de larmes, mais rien que d'en avoir parlé en musique ou dans un récit, que j'ai écrit aussi un récit autobiographique que je vais d'ailleurs envoyer à toutes les personnes qui sont connectées pour pouvoir le lire, où, euh, où j'ai pu me livrer et je racontais que même quand je rentrais le soir et que ça se bataillait à la maison, je courais, j'ouvrais la porte, on était dans un immeuble avec environ 15 étages, on était au 9e, et la porte en face, c'était une autre famille avec des enfants que je connaissais de l'école, et je partais en courant et je partais chez eux. Et le lendemain matin, ma mère venait me chercher là-bas et je courais. Et je vois que j'ai l'impression que c'est que ça mes souvenirs de quand j'étais petit, c'était de toujours rentrer, courir, être chez des gens que je connais pas et, euh, et je suis là-bas. Et je ressens même les odeurs. Il y a des odeurs, des parfums qui me rappellent de quand j'avais couru pour aller dans la maison de ces personnes que je ne connais pas, que j'ai connues ensuite parce que j'allais souvent chez eux. Donc c'est ça, mais il y a toujours eu quelque chose, même quand j'étais à l'école, de voir les enfants qui rentraient avec leur maman qui leur apportait du goûter, enfin, tu sais, waouh, ça me faisait toujours, ça me comparer, ce sentiment de comparaison de pourquoi est-ce que moi, j'ai pas une famille comme ça. Mhm.
Désolé. Mais Je non, dis, t'excuses pas, Joyce. oups, T'excuses pas. ouais, c'est ça, ben non, c'est la réalité qui a été Sa- vécue. sache aussi que ce que tu viens de partager, c'est dans ton passé, mais aujourd'hui, là, maintenant, quand on se parle, tu fais beaucoup de bien. Mm. Et ça fait beaucoup de bien aussi, je pense, aux personnes Qui qui t'écoute. sont en train d'écouter. Ouais, Et Joyce, il y a une je suis fier. question ici qui disait justement, quelles relations actuellement vous permettent de vivre plus sereinement? Puis si, en fait, on a parlé du pardon tout à l'heure, mais on voulait aussi savoir si tu pouvais nommer ou dire ce que tu as vécu à tes oncles et tes tantes aujourd'hui, maintenant que tu es adulte. Ce que tu as pu vivre, est-ce que d'abord tes relations, est-ce que tu en as sûrement quelques-unes qui sont plus, qui t'apportent plus de sérénité, plus de paix, un peu plus de paix? Puis Oui, si tu oui. peux partager ce que tu as vécu maintenant avec les membres de ta famille qui sont peut-être encore dans ton environnement. Alors, déjà, pour rassurer tout le monde, tout va très bien. Je vis ce que je dis, ma meilleure vie en ce moment. Je travaille dans un cabinet d'avocats. Peut-être que certains connaissent Bélange et Sauvé, un cabinet d'avocats québécois. Je suis très bien accueilli. Tout le monde prend soin, on prend soin de moi, en tout cas comme il le faut. Euh, j'ai un bel appartement très grand. J'aide au mieux que je peux tout le monde. Je fais ma musique. Tout se passe très bien. Euh, Aujourd'hui, j'ai eu une période où j'ai eu besoin de me construire et de me choisir. Donc, ce qui fait que quand j'ai fait mon école de commerce, j'ai fait plein de stages, je me suis surformé, j'ai un double master, j'avais besoin de me prouver que j'étais capable. Et j'ai fait du marketing, des ressources humaines, de la communication, de la comptabilité, tout en faisant mon art de la musique. Et on m'a toujours dit, à un moment donné, tu créeras ta propre famille. Et en fait, c'est des amis que j'ai aujourd'hui, que j'ai construits avec le temps, qui sont des personnes qui, elles aussi, ont vécu des choses dans leur vie et on le partage et on avance ensemble. Je vous donne un exemple. J'ai une filleule, justement, d'une de mes très, très bonnes amies qui, elle aussi, a vécu ça. Et en fait, d'avoir une filleule qui a 2 ans, on partage ça ensemble et on sait qu'on va pouvoir transmettre des belles choses, des belles valeurs à la jeunesse. Et tout mon entourage, mes amis proches que j'ai sélectionnés, j'ai pas 1 million d'amis. Des fois, on peut penser, oui, D. Joyce, il a 35 000 personnes sur Instagram, euh, il chante, il danse, il est les paillettes de la musique. Mais mon entourage, c'est des personnes que j'ai choisies pour des valeurs, vraiment des valeurs qu'on partage. Et donc, ça va très bien. Euh, et tout ce cheminement d'apprendre à avoir confiance en moi, c'est parce que je voulais tellement pas être le genre de personne ou d'ami qui va projeter son manque de confiance sur les autres, que ce soit ses amis, ses relations, parce qu'on peut très bien faire un transfert et avoir des comportements toxiques. Mais à l'inverse, être quelqu'un qui va être leader, qui va encourager les autres, donc voilà, ça va très très bien. J'ai un bel entourage personnel, professionnel, musical. Comme Isabelle a pu le voir au lancement, mon attaché presse est aussi une femme qui a vécu la violence, mais on a connecté ensemble. Et je veux vraiment que chaque membre de mon équipe soit des personnes qui viennent me rejoindre dans mes valeurs profondes. Et pas juste des personnes parce qu'il faut faire de la business musicale. Je veux vraiment avancer avec des personnes qui me ressemblent. Et la deuxième question, j'ai pas encore eu le courage. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'on fait en ce moment, cette campagne de sensibilisation, bah, moi aussi, je suis dans la sensibilisation, je suis dans l'écoute de ce qui se passe, de comment est-ce que je peux être mieux et guérir avec ça. J'aimerais que l'étape d'après, ce soit un appel ou boire un café avec un de mes oncles et lui dire en face, ben, pourquoi est-ce que t'as pas, qu'est-ce qui t'a manqué pour agir? Donc, ça prend beaucoup de courage. Je, mais c'est correct si ça n'arrive pas, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui a été fait comme travail avec les intervenants, les éducateurs et la reprise de ma vie au début de l'âge adulte jusque maintenant, ça me suffit et je suis très bien avec ça. Donc oui, j'en pleure
parce que ça remue toujours. Mais de remuer tout ça, je sais que ça peut en aider d'autres. Et avec Sabri, on en a rencontré beaucoup de personnes, on a parlé de tout ça. Donc, je suis prêt, il faut que je le fasse. Il faut se faire violence parce que si ça peut donner envie à même une personne de prendre le téléphone et de demander de l'aide, eh ben, on a tout gagné. C'est ça la sensibilisation, c'est de donner le courage à tout le monde. Et pour toutes les femmes qui nous écoutent, si vous avez des enfants, ils vont comprendre à un moment donné. C'est pas grave si vous leur expliquez pas tout de suite. Prenez soin d'eux, faites-leur des câlins, des bons câlins, des fois même des mots. C'est pas grave si on n'a pas les mots, mais des fois juste un regard attentionné, un câlin, ça fait du bien. Et après, ça viendra. Et après, ça viendra. Vous ne vous sentez pas forcé de faire des choses que vous ne voulez pas faire ou que vous ne vous sentez pas capable. Mais juste, n'ayez pas peur de demander de l'aide et de parler. Il y a des écoutes, il y a même moi, je vous le dis aujourd'hui, même de parler, on échangeait avec Dominique quand on s'est rencontrés, euh, ça fait du bien. Ça fait du bien. On n'est pas seul, vous n'êtes pas seul. Vous avez des personnes comme la Diane ou Isabelle, des personnes incroyables qui se battent au quotidien pour trouver des solutions. Pour, voilà, c'est. Il y avait Wow. une autre question On est pour touchés, peut-être pour Denis. les panélistes qui se trouvent être dans le système judiciaire. Peut-être Sabri ou Dominique pourraient aussi renchérir. Crois-tu ou croyez-vous que le système judiciaire est bien fait pour les victimes, dont les adultes et surtout les enfants? C'est une grosse, Ça- c'est une grosse question. C'est une Oui. grosse question, mais Dominique, on pourrait y répondre ensemble si tu veux. Ben, même DJ, tu peux aussi y répondre. Est-ce que tu voudrais commencer, Dominique? Je vais te Ben, laisser là. je peux commencer, c'est sûr que pour ma part à moi, en fait, d'emblée, j'ai envie de dire non, simplement parce qu'il n'y a pas assez de tribunal spécialisé. Bon, ça commence, donc ça va s'en venir. Euh, mais nous, on fait beaucoup d'accompagnement au niveau judiciaire parce que justement, c'est un milieu où est-ce qu'encore une fois, on doit défendre les droits des femmes, défendre les droits des enfants. On fait un peu moins là, d'accompagnement au niveau des enfants. Sinon, ça va être fait par les intervenants de jeunesse, quoi que ce soit plus spécifique. Mais effectivement, il y a de la formation à aller chercher, puis il y a le contrôle coercitif là, qui commence à prendre de plus en plus de place. Moi, je suis allée aujourd'hui en sensibilisation avec la SQ, puis justement, il y avait une belle affiche dans la SQ du contrôle coercitif, donc des nouvelles questions qu'ils doivent poser quand ils interviennent et tout ça, questions qui vont aller plus loin que la violence physique, que la violence sexuelle, ce qui va permettre en fait aux juges ou aux procureurs de pouvoir euh, sécuriser encore plus la femme et les enfants, là, je crois. Euh, Sabri, je te laisse poursuivre. Yes, merci beaucoup. Mais je vais continuer. Et puis, bah, moi, pour répondre à la question sur le système judiciaire, je dirais que je ne sais pas s'il est bien fait, mais j'ai l'impression que depuis la dernière année, depuis les 2 dernières années, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'essayer d'être mis en place pour changer. Je pense notamment à ce que Dominique parlait avec la poursuite verticale chez les procureurs, avec la nouvelle directive VIO1 qui est très, très récente. Je suis complètement d'accord aussi avec les développements par rapport au contrôle coercitif, puis peut-être un jour la création d'une loi. Je suis un peu critique sur la création d'une loi parce que je pense pas que c'est juste une loi qui peut nous aider à éradiquer la violence conjugale. Puis on le sait aussi qu'il y a plein de situations où est-ce que les personnes elles vont pas demander de l'aide, elles vont jamais appeler les services policiers. Fait que je pense à eux quand je réfléchis. Puis euh, par rapport à toute l'intervention, je pense au rapport Rebâtir la confiance de l'année 2020, qui est presque, je pense, 180 ou 190 recommandations par rapport aux victimes et aux personnes survivantes des violences conjugales et des violences sexuelles. Puis, je dirais aussi que le système judiciaire, c'est très long. Puis, ça prend des connaissances que c'est pas tout le monde qu'on peut avoir. Puis,
Aussi, des fois, le langage judiciaire, il est complètement différent du langage qu'on a l'habitude de parler. Fait que je vois beaucoup de défis, puis beaucoup de, comme une navigation là très sinueuse. Je pense pas que c'est facile comme expérience, là, le système judiciaire. Puis je sais qu'en violence conjugale, le moment de la dénonciation jusqu'au moment du procès, parfois ça peut être très long. Puis comme dit Joyce en parlait, mais même quand on sort des violences, on a toujours des conséquences ou des impacts qui restent. Puis il faut que même dans notre sortie de violence, on aille chercher de l'aide. Même la sortie de violence, elle peut être dure. Puis ça, je pense que c'est important de passer ce message-là. On pense toujours, ah, c'est quand qu'elle quitte, pourquoi elle n'est pas partie? Ah, ben c'est bon, elle est partie. Bon, il n'y a plus de violence. Mais non, la violence, elle peut continuer encore dans la post-séparation. Et les enfants, ils peuvent avoir beaucoup d'impact pendant cette période-là. Puis, ce que je voulais peut-être apporter, parce que je n'ai pas trop parlé de ça, mais le système judiciaire avec les enfants en violence conjugale, c'est qu'il y a beaucoup d'idéologie anti-victimaire. C'est-à-dire que la parole de l'enfant, elle peut être des fois décrédibilisée. On ne va pas trop écouter les enfants. On va aussi des fois criminaliser le parent protecteur. On parle d'aliénation parentale, on va dire à madame, oui, vous vous occupez mal de vos enfants. Il y a beaucoup ce discours qu'on entend au Québec, au Canada, mais aussi dans tous les pays développés où il y a beaucoup de violence conjugale. C'est beaucoup ces discours-là qui arrivent quand on est par rapport à l'expérience dans le système judiciaire ou le système de protection là, pour les enfants. Puis souvent, ça c'est mon avis, mais je trouve que on met tout le temps les droits des adultes plus haut que le droit des enfants. Mais C'est pas logique. ça c'est mon point. Puis en revenant à ce que DJ vient de partager avec nous, c'est ça, avant, on disait tout le temps les enfants, c'est des témoins. Ah non, ils dormaient. Ah non, mais ils n'ont pas vu. Ils étaient dans leur chambre. Mais non, non, les enfants, et même s'ils sont dans leur chambre, même ils sont au courant. Ils savent. Ouais. J'aurais une autre question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez des peines qui sont données aux hommes reconnus coupables de violence? Est-ce que vous pensez que ces peines sont dissuasives? Coupables de violence, est-ce que vous pensez que ces peines sont dissuasives? Oui, ça c'est vraiment pas c'est pas mon domaine d'expertise. Puis je pense que je pense que les peines, elles sont, euh, elles sont ce qu'elles sont. Mais malheureusement, dans les systèmes pénitentiaires à travers le monde, au Canada, puis même au Québec, en violence conjugale, les hommes ne vont pas faire toute leur peine. Ils vont souvent sortir avant. Dominique, je savais que tu allais jump. Et est-ce que la peine de l'homme va aller à l'encontre de certains droits des femmes? Par exemple, le fameux bracelet, euh, si madame et monsieur habitent dans le même quartier, madame va être anxieuse chaque fois que son téléphone va sonner pour dire que la personne elle est prête ou que Dans la zone. oui. Là, on parle du Do- bracelet anti-rapprochement, là, parce que, tu sais, les mesures ont évolué au cours des 30 dernières années, les technologies, donc on est sur le bracelet anti-rapprochement. Donc, oui, Oui. effectivement, ça n'enlèvera Puis pas la peur. non, puis c'est que même si je prends par exemple, l'agresseur va avoir un 810, donc ne pourra pas entrer en contact avec la femme ou avec les enfants, mais ce qui arrive, c'est que s'il entre quand même en contact, encore une fois, c'est la victime qui doit faire d'autres démarches, continuer tout ça, dénoncer tout le temps. Euh, Moi, j'ai entendu une femme déjà qui m'a dit une fois, puis ça m'a vraiment marqué, mais euh, moi, elle m'a dit, moi, mon conjoint, il y a eu 3 mois de travaux communautaires. Moi, ça fait 3 ans que je vais faire des thérapies, puis je m'en suis toujours pas sortie. Donc, l'égalité, en fait, pour moi, encore une fois, malheureusement, elle n'est pas là. Puis, tu sais, je ne m'avancerai pas parce que je ne connais pas les peines nécessairement non plus. Mais en même temps, dans mon milieu de travail, j'en vois beaucoup des plaintes qui n'aboutissent pas. C'est sûr que quand ça fait 2 ans qu'on se bat, qu'on essaye et tout ça, des fois, on n'a plus l'énergie pour le faire aussi. Donc, tu sais, les processus judiciaires sont longs. Souvent, les enfants vont être instrumentalisés aussi là-dedans. Beaucoup. On va utiliser la violence judiciaire aussi. Donc,
toutes ces raisons-là, tout est toujours un petit peu plus complexe, je pense, pour la victime. Il y a des Joyce qui a levé la main. Ouais, juste, Joyce, avant que tu ailles, je voulais juste répondre à un truc que Dominique a dit que j'ai trouvé super intéressant. C'est par rapport aux peines, presque dans un idéal, on devrait imposer toutes ces thérapies, c'est avec un suivi régulier pour toutes les personnes, qui sont victimes, qui sont, pardon, accusées de violences puis reconnues coupables. Ça devrait être comme une injonction obligatoire. Moi, c'est comme ça que je le verrais parce que je suis d'accord du côté aussi de la défense. Des fois, il y a plein de techniques qui peuvent être utilisées pendant le système judiciaire là, pour rabaisser la victime, descendre sa crédibilité. Désolé, DJ. Non, 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 J'avais t'inquiète oublié ça. Merci, Sabri. pas. Mais oui, je voulais rebondir sur ce que disait Dominique. En plus, c'est que je me suis déjà posé la question, quelle aurait été pour moi la peine qui m'aurait comme soulagé, qu'aurait dû avoir mon beau-père, par exemple. Et en fait, j'en ai parlé avec ma mère et en fait, je vois que elle aura des séquelles à vie. Et en fait, elle va cicatriser, elle pourra adoucir ou tout ce qu'on veut, mais c'est des séquelles qui sont à vie. Et je pense que la partie judiciaire, ils vont, je pense, augmenter, on va aussi forcer pour qu'il y ait des peines plus intenses, mais je pense qu'il y aura jamais, tu sais, on n'est pas, tu sais, on parle pas de peine, peine de mort ou autre, mais je pense que il faut, oui, que d'un côté, la justice fasse son travail et on avance à ce niveau-là, mais qu'en fait, on se recentre sur nous pour, pour augmenter les prises en charge, pour se soigner et qu'on se prenne nous-mêmes en charge avec des intervenantes, que toutes, toutes les personnes qui sont en mesure de pouvoir aider, accompagner, on se le fasse ensemble et qu'on fasse ça. Parce que si on compte, en tout cas en 2024, là maintenant, sur juste la justice, on ne sera jamais satisfait. C'est ça. En tout cas, pour l'instant, je sais pas, moi je suis pas satisfait. Je prends l'exemple juste de ma mère, elle n'est pas satisfaite. Même après, même s'il y a des choses, des peines ou des pensions alimentaires ou d'autres choses, à un moment donné, moi je sais que mon beau-père, il faisait en sorte de ne pas donner la pension alimentaire, d'apprendre un travail qui soit moins bien payé pour qu'ensuite il puisse pas donner, ou alors il donne. Il y a toujours quelque chose qui fait que c'est toujours la femme qui doit courir après, comme dit Dominique, qui doit courir sur oui, il y a ça qui est attendu, il y a cette peur, il y a toujours quelque chose qui se passe qui fait que organisons-nous, nous les victimes, faisons pression sur plein de choses. C'est pour ça que dans ce projet-là, par exemple, j'ai l'appui de Brigitte Garceau, députée, parce qu'en étant de l'opposition de la condition féminine, opposition de la jeunesse, je sais qu'il y a des choses qui peuvent peut-être passer plus ou qu'elle peut peut-être taper du poing. Avec Sabri, on a aussi rencontré le député Haroun de Québec solidaire. On a rencontré que c'est des projets qui sont transpartisans. C'est pas juste un parti politique, mais si on peut aller faire pression, mais une pression saine et une pression positive pour dire on a besoin d'aide, regardez ce qui se passe, regardez la réalité du terrain. C'est pour ça que ce que j'ai aimé lors du lancement du projet lundi, que ce soit par exemple le témoignage de Marianne à la fin ou de Claudine Hilaire sur la réalité des femmes sur le terrain, des femmes qui le vivent, qui ont peur, qui ne veulent plus parler par peur qu'on leur prenne leurs enfants, par peur qu'il y ait un début de prise en charge, mais qu'après il n'y ait plus rien parce qu'il n'y a plus de ressources dans les maisons d'hébergement, que aujourd'hui, hier, j'ai rencontré Transit Secours, par exemple, où on va travailler sur un projet qui aide justement la partie, finalement, quand on a des biens, comment est-ce qu'on les entrepose, aider et ça prend des organisations. Mais si demain, j'ai des biens et que j'ai rien pour entreposer, je dois tout quitter, je pars avec rien, juste la tenue que j'ai parce que je suis parti en courant de chez moi. C'est Parce que l'enfer. ça prend des choses, donc ça prend de faire pression, ça prend de montrer que, il faut de l'argent de l'État, du gouvernement. Mhm. Et, euh, et aussi, il faut aussi des personnes qui font pression de façon forte. Parce que ça prend aussi des fois des manifestations ou autres. Donc ça reste des actions terrain. Euh, mais il y a aussi des belles actions, des actions, voilà. Comme là, l'opération Tendre la main, par exemple.
Oui, oui, exactement. Puis pour faire un peu de pouce sur qu'est-ce que tu viens d'évoquer, ben, la FEAS a un système très démocratique de propositions dans les régions et tout ça, ça chemine jusqu'à notre congrès annuel et il y a toujours des dossiers qui sont amenés et le dossier violence est toujours présent et conditions d'équité des femmes, etc. Donc, je suis certaine qu'avec la conférence d'aujourd'hui, à chaque année, on a des propositions qui sont en lien avec ça. Puis, à cette année, je suis convaincue qu'on va avoir des nouvelles propositions pour pousser les dossiers sur le plan politique. Donc, oui, tout à fait, là, d'écrire des mémoires, d'être présent dans des commissions sur toutes les facettes qu'on peut utiliser pour être plus politisé. Là, j'ai une question pour Dominique aussi. En fait, c'est que à travers tout ça, là, on parle du processus pour les femmes. euh, que c'est difficile faire les démarches, c'est compliqué faire les démarches, puis de bien comprendre c'est quoi les maisons d'hébergement, première étape, deuxième étape et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? C'est quoi les pas que les femmes peuvent faire, le premier, le deuxième pas? Ça pourrait être Euh, quoi? ben, le premier pas, en fait, c'est de parler. Donc, de parler de la situation, de se poser les questions puis de se permettre de poser les questions. Par exemple, si je trouve que dans ma relation, il y a quelque chose qui accroche un petit peu, ben, essayer d'en parler et honnêtement, d'appeler dans les ressources. En fait, nous, on est là 24 heures sur 24. C'est notre rôle d'expliquer la violence conjugale, d'écouter, de ventiler. C'est notre rôle aussi de faire la différence entre une relation qui est toxique, qui est négative, d'une relation de violence. Donc, j'ai envie de dire que vraiment ce premier pas-là, en fait, ouvre la porte à un lien de confiance avec un organisme. Puis je pense que ce lien de confiance-là, un coup qui est bâti, en fait, tout le reste peut suivre. Donc, c'est sûr que nous, tu sais, on est vraiment formés au niveau de la sécurité, ces choses-là. Alors, maison, première étape. Donc, premier pas vers ma reprise de pouvoir personnel. Si j'ai besoin d'un service d'hébergement, alors il y a de l'hébergement. Malheureusement, comme vous vous en doutez, c'est toujours complet. Par contre, on a quand même là, des 24 à 48 heures d'urgence. Sinon, on appelle SOS violence conjugale et on demande où est-ce qu'il y a de la place immédiate. On va être transféré. On va souhaiter là, qu'il y ait une place quelque part. Si on n'a pas besoin de l'hébergement, mais là, on peut faire notre demande au service externe. Nous, on a un service jeunesse aussi. Donc, les enfants à partir de 5 ans et plus peuvent être rencontrés dans les écoles, dans différents milieux et tout ça. Euh, Là, pour notre part, à nous, on couvre la Naudière Nord au complet, donc on va quand même assez loin, mais c'est pas parce qu'on est dans telle région que les femmes ont à se déplacer. Des fois, c'est nous qui va se déplacer. Euh, je pense que d'avoir aussi en tête, quand je fais le premier pas vers une maison d'hébergement, il n'y a pas de cadre tant que ça. Dans le sens que, oui, nous, on doit parler à la femme, mais si la femme n'est pas capable de nous parler au téléphone puis qu'elle souhaite qu'on aille boire un café avec elle, ben, c'est demandez-le. Nous, on est ouverte à plein de suggestions. Tout ce qu'on veut, en fait, c'est justement ça, créer le lien de confiance. C'est le plus important. Et là, en fait, c'est que si on se rend compte que la femme, après plusieurs mois, elle éprouve encore des problématiques au niveau de sa sécurité ou les enfants, leur sécurité, bien là, on peut suggérer la deuxième étape. Alors, quand il y a de la place, pour aller à la deuxième étape, on doit absolument avoir passé par une première étape. Donc, la façon qu'on fonctionne, c'est quand il y a une place qui se libère, de deuxième étape, ils sont envoyés par formulaire dans toutes les premières étapes. Et là, ben, les femmes, ils doivent passer, répondre à un formulaire pour voir leur niveau de dangerosité et Mhm. si elles sont acceptées ou non dans la deuxième étape. Il va y avoir des entrevues. C'est quand même quelque chose qui est super stressant. La deuxième étape, normalement, c'est pour 1 an, 2 ans, mais sans plus, là. Donc, ça donne vraiment la chance à la femme, en fait, de se créer un filet de sécurité assez fort là, pour continuer à faire ses choses en sachant que son agresseur va peut-être continuer de rester dans la même ville qu'elle. Euh, donc, tu sais, pour plein de raisons, mais quand les démarches se prolongent au-delà du service externe, qu'on a besoin de sécurité physique, ça va être la deuxième étape. Euh, pour l'instant, ici, on en a une dans le coin de Repentigny, puis on en a une autre qui est en projet, qui En s'en vient. construction.
Donc, c'est ça. Mais faute de financement, faute de sous, tout ceci est plus difficile à créer. Hmm. Euh, je pense que ça, je pense que ça fait le tour. Sinon, de petite parenthèse, mais des fois, on fait des groupes aussi. Donc, groupe à l'externe autant qu'à Oui, l'interne. oui, c'est Ça peut important, être, les services annexes. ça peut être super intéressant, en fait, pour la femme de juste venir ventiler, comprendre c'est quoi la violence conjugale, mais aussi de pouvoir échanger avec d'autres femmes. Hmm. Sensibilisation, on en fait énormément, on en fait le plus possible. Donc, je vous lance ça comme ça, mais si vous avez besoin d'une sensibilisation dans votre milieu, vous nous appelez, on est là pour ça. Service d'accompagnement aussi aux besoins, qu'on ne va pas se cacher, qu'on a de la difficulté à répondre, puisque vraiment, là, faute de financement, encore une fois, euh, faute d'employés aussi, parce que ça aussi, on va avoir de la difficulté. En fait, malheureusement, c'est comme le premier service qui va en partir, vu qu'il va avoir les avocats et tout ça. Mais sinon, tu sais, défense de droit, là, c'est vraiment en général. Puis même quelqu'un qui vit de la violence, une femme qui vit de la violence ou un enfant qui vit de la violence familiale, tu sais, on peut nous appeler aussi, puis on va faire du référencement, là. Ça fait partie de nos petits trucs. Et juste, je t'attoie à Sabri tout de suite après. On a mis dans le chat les coordonnées de SOS Violence conjugale pour vous rappeler aussi qu'il y a des maisons d'hébergement d'urgence pour femmes victimes de violences conjugales, puis il y en a avec des critères différents, mais il y en a dans toutes les régions au Québec. Après, c'est de peut-être pas se laisser décourager non plus. Une personne qui a besoin de ressources, le premier pas, c'est de faire un contact soit avec SOS Violence conjugale, soit avec une maison d'hébergement, puis qui offre des services annexes comme les groupes dont Dominique parle. Donc voilà. Donc, ça existe partout. Puis je À vous toi, mentirai oui. pas, il va y avoir des listes d'attente. Par contre, ce qui est super, c'est que les services téléphoniques sont 24 heures sur 24. Donc, le temps que j'attends sur la liste d'attente, je peux appeler en maison et créer mon lien de confiance avec différentes intervenantes, puis voir différentes façons aussi d'intervenir. Donc, on essaie de trouver du positif dans l'attente quand même. Oui, ouais, c'est hyper important. Puis aussi, les femmes qui ont juste terminé, les femmes qui ont peur, qu'est-ce qui va arriver avec mes enfants ou qu'est-ce qui va arriver avec mes affaires ou qu'est-ce qui va arriver avec ça ou j'ai pas de sous. Bon, il y a toujours des avenues, là. On en avait parlé de ça. Donc, c'est comme de faire un dépassement des craintes, là, de ce côté-là. À toi, Sabri. Oui, ben, c'est pour faire du pouce un peu sur tout ce que Dominique a apporté. J'ai rien à dire de plus, c'est juste que quand on cherche de l'aide, il faut normaliser pour les femmes et pour les enfants que des fois, ça va prendre peut-être plusieurs contacts, plusieurs appels, ça va prendre peut-être plusieurs visites de policiers si des fois il y a des situations de crise avec de la violence, par exemple. C'est de normaliser l'effet un peu itératif quand on cherche de l'aide. J'aime beaucoup l'analogie de la rivière, où est-ce que quand on veut chercher de l'aide, finalement, et quand on vit de la violence conjugale, ben, les femmes, elles vont essayer de mettre plusieurs roches pour passer de l'autre côté, mais chaque roche, elle doit être mise de façon sécuritaire. Et de toujours se sentir en sécurité quand on recherche de l'aide, c'est des fois ça peut nous donner beaucoup de trauma avertissement, de trigger, on a peur de se lancer dans une nouvelle relation quand toutes nos relations, la plupart sont basées sur du contrôle, la domination, elles sont abusées. On a peur de faire confiance, on a peur de tendre la main et on a peur de se connecter à notre vécu. Je suis vraiment d'accord avec tous les premiers pas puis toutes les recommandations là, de Dominique, de reconnaître la situation de violence, par des informations, par de la discussion, par participer au webinaire de la FEAS, par exemple. Ouais. Je pense aussi à tout ce qui est l'identification de personnes de confiance, nos proches. Je sais que c'est pas toujours facile avec nos proches, nos amis, nos collègues de travail. On parle pas assez des milieux de travail qui peuvent aussi être des endroits où est-ce qu'on peut trouver des alliés, puis qu'on peut aussi, j'espère un jour, avoir des leviers qui vont protéger les femmes. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Uniprix a lancé une campagne, je pense que ça fait comme 1 an ou 2 ans, que dans certaines succursales, ils ont des salles
des salles où est-ce que les femmes peuvent faire un signe et elles peuvent accéder à cette salle pour aller chercher de l'aide et appeler la police. C'est que ça, c'est vraiment des initiatives qui, je pense, elles devraient être uniformisées là, à toute la province. Mais c'est ça. Moi, le message que je voulais dire, c'est de normaliser que ça nous prend du temps quand on veut chercher de l'aide, puis de pas avoir peur si la première intervenante, le premier policier, la première enseignante, le premier médecin, ça marche pas. Parce que des fois, il faut réessayer. Puis en réessayant, des fois, on trouve une personne avec qui on a le même langage, elle comprend notre culture, elle comprend notre orientation sexuelle. C'est ça. Voilà. Merci, Sabri. De Il y rien. aura une question après. Après Diane, j'ai une question. Vas-y, Diane. D'accord. Alors ici, on dit comment faire ou comment obliger l'agresseur de payer, par exemple, des obligations de se soigner, de payer des frais pour les victimes, quels qu'ils soient, que ce soit la mère ou les enfants. Comment faire? Alors, je peux juste commencer parce que moi, je vais apporter une Ben réponse oui, qui n'est pas ben du tout oui. politique, qui n'est pas du tout de la justice ou autre. Mais en fait, je parlais avec mon petit frère qui, lui, l'agresseur, c'est son père direct. Moi, c'est mon beau-père. Mais lui, il est comme à cheval sur les deux. Et aujourd'hui, il a grandi, mais il ressent quand même le manque de son père. Il a des comptes à régler avec son père. Mais en même temps, il, il est comme pris entre deux chaises. Et en fait, lui, il s'est beaucoup renseigné sur c'est quoi la place de son père maintenant. Et effectivement, maintenant que son père, entre guillemets, fait patte blanche, bah, vu que mon petit frère est majeur, il a déjà payé tout ce qu'il avait à payer. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on accompagne une personne, un homme qui a été l'agresseur, qui aujourd'hui, est-ce qu'il doit faire effectivement, avoir accès à un psychologue, à un suivi? Comment est-ce qu'on le remet des fois dans le schéma de réinsertion, entre guillemets? Et c'est ça, aujourd'hui, je pense que on va y venir, je sais, à un moment donné, mais c'est comment est-ce qu'on fait la place à l'homme qu'on veut réinsérer pour le rééduquer, en fait, le nettoyer, entre guillemets, le, le, euh, de tout ça pour que finalement, un enfant, quand ça grandit, ça a quand même au final un père et une mère. Mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et ça, c'est une grande question. Parce qu'on est dans des débats où aujourd'hui, on veut aussi des fois retirer totalement l'homme, mais un enfant, ça a besoin aussi de ses deux parents. Comment est-ce qu'on fait? Et je pense que c'est tant qu'on n'aura pas réglé aussi cette question-là, qui est une question dure à accepter éthique. Aujourd'hui, moi je le vois, on ne peut pas parler à une femme on remet l'homme dans l'agresseur dans un chemin de guérison, de travail de ce côté-là, parce que ça a été l'agresseur, mais une fois qu'il a fait sa peine, est-ce qu'on travaille avec ça? Comment est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Ah, Ça, c'est c'est une super question complexe. intéressant, dit Joyce. C'est une Ouais. question complexe. J'ai lu récemment, je vais vous partager dans le chat si je peux, un livre de Bell Hooks, qui est une essayiste afro-américaine qui a beaucoup écrit sur ça. Ouais, comment on peut apprendre aux hommes à plus aimer, à être plus en contact avec leurs émotions? Comment on n'a pas d'espace de socialisation où est-ce on leur apprend, puis elle fait des liens avec le patriarcat, puis ça m'amène en fait à répondre un peu à la question en lien avec est-ce qu'on peut faire payer plus tard? Puis j'essaie de réfléchir, je suis pas du tout expert, s'il vous plaît, là, moi, ma participation, c'est on est entre nous et on est entre la communauté, on essaie, pour moi, c'est avec la communauté, là, vous êtes mes amis. Euh, moi, je pense que si on peut faire des choses, c'est au civil. Mais au civil, on entre dans une autre expérience judiciaire où est-ce qu'il faut qu'on ait des avocats. Ça coûte très, très cher. C'est, euh, c'est, euh, c'est de se lancer dans ces dossiers-là. Puis, ça prend beaucoup de temps. Et j'aurais tendance à me mettre du côté de DJ, c'est dire que le plus important, c'est mon pardon, mon développement, ma connexion à moi-même, qui est plus important. Mais parfois, je peux comprendre qu'on veut faire justice. Puis aussi, chez les proches, on
il y a beaucoup de proches qui veulent représenter les femmes victimes, les femmes survivantes, puis qui veulent aussi qu'il y ait justice pour eux. Puis les proches, là, sont pas du tout entendus dans le système, malheureusement. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de mouvements de proches. Je pense à la FPAD, qui est un organisme communautaire qui a été créé par des familles endeuillées. Euh, ouais, Oui, oui, c'est ça, les c'est ça, familles endeuillées, ouais. ils font des choses aussi. Et disparu aussi, je pense que c'est les deux. Mais je ne sais pas si je réponds à la question, monsieur Jean-François, mais c'est ça. Ouais. On est un peu sur un dossier de justice réparatrice aussi, là. La justice réparatrice, là, c'est ça. C'est une autre question. Il y a des cas par rapport aux violences conjugales, puis aux violences faites aux femmes. Il y a des cas que c'est peut-être possible parce que ça dépend de la Mm, nature des actions. Ça dépend. C'est vraiment, ça dépend. Donc, des fois, il y a vraiment. peut-être de la justice réparatrice qui peut être faite. C'est d'ailleurs l'esprit de l'opération Tendre la main, dans le Mhm. sens que, bon, ben, où est-ce qu'on peut l'attendre, cette main-là? Puis où est-ce que c'est pas possible d'attendre parce que c'est trop grave, parce que la personne n'est pas prête à faire des pas, mais ça nous ramène à notre humanité. Puis, bon, ben, à quelque part, j'ose croire qu'il y a possibilité de transcendance partout. DJ, c'en est un bon exemple. Euh, Vraiment. puis du côté peut-être des personnes, puis des hommes qui ont pu faire des actes répressibles, puis qui peuvent regretter peut-être, je ne sais pas, mais bon, il y en a peut-être qui vont le regretter un jour, qui vont être dans une forme de démarche de justice réparatrice, mais dans ce temps-là, c'est pas, à mon sens, c'est pas envers nécessairement la personne qui était agressée. Ça va être envers la communauté, ça va être autrement. Donc, bref, c'est tout un dossier, Dominique. Je vois je vois ton expression, puis peut-être que tu as quelque chose à mentionner par rapport à la justice réparatrice, là, mais je sais que Ben, bon, c'est c'est ça. c'est- Ouais. c'est sûr que moi, justice réparatrice, comment je la vois dans mon milieu de travail, puis oui, oui, on le voit très rarement, mais c'est une femme qui va faire la demande de parler à quelqu'un qui a déjà agressé, mais qui est en cheminement. Ouais. Donc, parce qu'elle a besoin de comprendre, euh, et qui justice là, tu sais, va faire ce genre de choses-là. Moi, où est-ce que j'ai un petit problème, c'est que de ma vision à moi, souvent, on va envoyer les agresseurs faire des thérapies de gestion d'émotions. Euh, c'est pas un problème de gestion d'émotions. En fait, tu sais, on a l'émotion de la colère, qui est tout à fait normale. On a l'agressivité, qui est une pulsion. Et on a Mm. la violence, qui est vraiment une stratégie pour arriver à ses fins. Le Donc, contrôle, hein. oui. Alors, pour moi, tant et aussi longtemps que l'agresseur ne dit pas qu'il souhaite se responsabiliser de ses actions, Mm. c'est Ouais. le restant, peu importe s'il va donner de l'argent aux organismes, peu importe si on va l'obliger à aller faire une désintox ou quoi que ce soit, je pense que quand on oblige quelqu'un à faire quelque chose, euh, souvent, ça ne va pas fonctionner. Donc, qu'est-ce que cette personne-là a envie de faire avec ses gestes de violence? Euh, Puis c'est sûr que moi, en fait, pour la protection des femmes, la protection des enfants, je pense que quand quelqu'un a une petite note à son dossier de violence conjugale, tu sais, puis vous allez peut-être me trouver intense, mais je pense pour moi que c'est la même chose que les prédateurs sexuels et qu'on devrait avoir une liste. On devrait avoir accès à ça pour en fait vraiment se protéger. Mais d'un autre côté, je crois que chaque personne peut se réhabiliter. Fait que Mm. si vraiment la personne qui a fait des actions ou qui a fait vivre de la violence veut se responsabiliser, veut communiquer, tout ça, mais je pense qu'elle sait à l'intérieur d'elle Mm. ce qu'elle doit faire pour mettre un petit baume. Puis Mm. des fois, en fait, ça va être juste d'accepter de sortir de la vie de la personne, de se remettre en question sur nos contrôles, de se remettre en question sur nos rapports inégalitaires, nos rapports de force. Mm.
Donc, je sais qu'en maison, ce qu'on va beaucoup utiliser, en fait, au niveau des enfants qui vont, parce que oui, il y en a qui vont être timides, mais il y en a que ça va être vraiment le contraire. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est défaire les rapports de force tout le temps, puis essayer de créer de l'empathie aussi. Hmm. Donc, Et pas toujours des aspects duels. Mm. non. Mm. Tout le temps de l'opposition puis de la dualité. Il y a Sabri qui a Oui. levé la main. Ouais. Ben non, en fait, c'était pour répondre, réagir à ce que Dominique amenait avec la tenue d'une liste d'agresseurs. Ça me fait penser qu'il y a dans certains, je suis plus sûr, je vais essayer de vérifier l'info, mais il y a dans certains cas où est-ce que c'est possible d'aller vérifier dans le plumitif et dans les antécédents judiciaires. Puis ça, c'est une bonne idée, tu sais, ça serait bien qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau cas Mm. ou une personne, on pourrait laisser la possibilité à une personne de dire, ben, d'aller vérifier est-ce qu'il y a eu un antécédent, un antécédent en violence conjugale ou en voie de fait ou en harcèlement criminel, par exemple. Moi, ça serait vraiment une bonne idée. J'avais aussi peut-être une interrogation, là, parce que quand même, il y a encore trop de gens qui portent des jugements sur les femmes, qui font pas de démarche, puis, tu sais, c'est encore un tabou, hein? C'est encore mal compris ou je ne sais trop, là. Je sais pas qu'est-ce que vous auriez à répondre à ce niveau-là. Moi, j'ai peut-être un exemple, en fait, qui est un exemple très général dans les situations qu'on va voir ces temps-ci en maison. Puis ces temps-ci, j'ai le goût de dire depuis plus d'un an. Mm. Mais vous le savez, les loyers coûtent cher. Euh, tout ce qui est financier peut être difficile. Mm. Donc, moi, quand je fais des sensibilisations, j'invite tout le monde à se mettre dans la peau d'une femme. Alors, femme que j'invente, mais femme qui avait son nom sur le bail, qui est avec son conjoint depuis quand même longtemps, que c'est le conjoint qui paye parce que madame ne peut pas avoir d'emploi pour X, Y raison. Finalement, le conjoint, ben, il cesse de payer le loyer et madame se retrouve avec une plainte au tribunal administratif du logement. Donc, quand on a une plainte, ça veut dire qu'on n'a pas le droit euh, au surplus là, du gouvernement, aux allocations, logement et tout ça pour se relocaliser. Mm. Donc, à part venir en maison d'hébergement, cette femme-là, comment elle quitte? Si elle a été isolée, en plus, puis là, on peut tout rajouter. Si elle a vécu de la violence sexuelle, elle n'a plus aucune estime. Si elle a vécu de la violence verbale et qu'elle est dans la peur tout le temps, comment on quitte ces milieux-là? Mm. Puis, il faut toujours se rappeler une chose. La violence conjugale, elle débute par une histoire d'amour. Donc, selon notre socialisation, mais on est fait, les femmes, pour prendre soin, pour tenir la famille et tout ça. Donc, souvent pour ne pas vivre d'échecs, pour, en fait, la valeur de la famille, pour ne pas, que nos enfants ne vivent pas de deuil et tout ça. C'est toutes ces raisons-là qui font qu'on va rester. Il n'y a aucune raison qui est mauvaise de rester dans une relation de violence. Souvent, il faut aller au bout des choses aussi pour soi-même s'en sortir. Et dernière chose, mais statistiquement, ça prend 7 fois avant que ça soit la bonne. Alors, Tout à pour fait. les femmes qui l'ont fait en 1 fois, 2 fois, 6 fois, c'est wow. Fait Ouais. que juste de Mm. savoir qu'on vit de la violence, de le nommer, puis de pouvoir, euh, de pouvoir se mettre en sécurité, en fait, psychologiquement ou quoi que ce soit, là, je pense que c'est ce qui va prioriser. Mm. Mm. Mhm. Merci. Merci Dominique de rappeler ça. Parce que c'est ça aussi qui aide dans des situations où est-ce qu'on est bloqué, on a la pudeur, on a honte, on a peur, qu'est-ce que la famille elle va dire, qu'est-ce que Mhm. nos parents ils vont dire. Tu sais, les Ouais. questions, ah, dis-moi pas que ça c'est comme ça depuis le début. Tu sais, de répondre à des questions comme ça peut être encore plus dur. Puis ça peut encore plus brimer et dire, ah non, 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 regarde, mes propres proches me posent la question, puis je suis pas capable de l'affronter. Comment je vais aller Mhm. parler à quelqu'un qui ne me connaît pas, puis je vais devoir raconter toute mon histoire. Puis, Dijos nous en a beaucoup fait part dans son témoignage. D'en Mhm. parler, ça nous fait revivre ces émotions-là. Et tu sais,
Normaliser le fait que ça prend du temps. Puis je suis d'accord avec le numéro 7, j'en rajouterai des fois même un peu plus, de 7 à 15 fois. 7 à 15 appels, la recherche dit, et que c'est un numéro large, là, on le prend avec précaution, c'est une statistique. Mais, euh, mais oui, l'importance de vraiment normaliser que ça prend du temps, puis que des fois, il va y avoir des chemins qui vont pas être les bons, où vous allez pas vous sentir en connexion avec la personne qui intervient, le policier, l'enseignant, le médecin, le voisin, la voisine. Tu sais. Mais faut toujours y croire. Ouais. Puis la question qui brûle les lèvres aussi des personnes présentes là, qui assistent à la conférence, c'est ben moi, je connais une personne où j'ai été témoin, j'ai entendu telle chose. Ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'action que une personne de l'entourage, une personne qui voudrait peut-être aider sans nuire, parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la personne peut faire? Bon, on sait qu'on peut appeler le 911, hein, ça c'est sûr qu'on peut faire ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je vous lance la question. Dominique, Sabri. Je pourrais y aller rapidement parce que moi, je pense qu'en tant que proche, il faut qu'on écoute nos intuitions. Tous les proches qui sont autour de personnes qui vivent de la violence, ils sont au courant. Mais des fois, on met une forme de omerta parce qu'on ne veut pas être la personne qui va provoquer ou déclencher une crise. Puis, souvent, je pense aux proches, puis là, je fais vraiment un partage par rapport à une expérience à moi. Mais tu sais, des fois, quand on le sait, on se dit, je veux juste être là pour la personne, puis qu'elle continue à me parler, puis qu'on continue à avoir un bon lien. Je veux pas que la personne, elle se dise, ah, tu m'as devancé, t'es venu, puis tu m'as sauvé alors que je t'ai rien demandé. Même si tu le savais, même si parfois je t'ai envoyé plein de signaux pour que tu comprennes, puis que des fois je voulais juste m'assurer que tu sois là, puis que tu réponds. Fait que c'est vraiment touché. Puis je dirais que ma réponse qui vient tout de suite, c'est quand on sent une intuition, moi j'irai avec mon intuition. Et que si vous pensez que c'est un moment qui est grave, puis que vous avez plusieurs preuves, allez-y. Allez-y parce que je pense qu'il faut qu'on écoute les intuitions quand on veut aider nos Ben, il faut proches. oser Mais faire quelque chose, ouais. Il faut oser à c'est un ça. certain Puis, stade. Ouais. et tu donnes un bon message, Isabelle. Les situations d'urgence ou les situations où est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose, s'il vous plaît, appelez le médecin. Parce que Oui. parfois, vous pouvez sauver des vies. Puis, je On ne veux peut pas sauver des terminer vies. mon propos. Je veux pas terminer mon propos sur ça. Et tu sais, on parle beaucoup de toutes les formes de violence. On parle toujours du continuum de la violence, des violences post-séparation. Mais il faut qu'on parle plus aussi des féminicides et de toutes les femmes qui sont mortes et qui sont disparues au Canada. Qui est ça, là, pour moi, c'est une épidémie tu sais, sociétale, mondiale. C'est pas juste au Québec et au Canada, partout dans le monde, on a des femmes qui Montréal. disparaissent et qui meurent et qu'on n'en a aucune idée puis qu'on fait rien. Puis au Québec, je sais pas si vous le savez, on est déjà rendu à 13, on a dépassé la moyenne annuelle. Ouais. Puis ça, je pense qu'il faut pas qu'on en ait une de plus. Il faut plus qu'on en ait. Plus qu'on en ait, puis c'est ça. Fait que c'est juste ta question avec les proches, ça m'a fait penser à ça, Isabelle. Parce que des fois, les proches, ils sont au courant quand tu sais, la situation, elle est vraiment comme à une haute Des fois, intensité. les gens, bon, on n'ose pas, tu sais, bah, on peut ne pas oser. Bon, moi, je peux dire, en Ouais. tout cas, que personnellement, j'ai déjà fait le 911 pour de l'entourage ou quand tu entends vraiment quelque chose là, à côté, puis il a Les là. voisins, ouais. Ah oui, moi, j'ai envoyé Ouais. la Ouais. police plus qu'une fois. Oui, mais parce que tu le sais pas. Puis quand tu entends des choses revoler, puis tu entends les gens crier, il a là, tu sais, c'est comme wow, c'est ouf, c'est intense. Mais bon, on le sait que la violence, on parlait la violence, là, évoque souvent la violence physique ou sexuelle ou tout ça, mais il y a d'autres formes de violence qui font autant de dégâts aussi. La Oui, violence, c'est oui, toute la manipulation mentale, le gaslighting, oui, oui. qui va mener à d'autres formes de violence, là, comme la violence physique, etc. C'est rare qu'une seule forme de violence. L'habitude, c'est plusieurs formes de violence combinées, hein, je pense. Une récente étude britannique d'une chercheure qui s'appelle Jen Monckton Smith, qui a travaillé dans la police et dans le milieu judiciaire toute sa carrière avant de devenir chercheuse. Elle a fait une étude où est-ce qu'elle a étudié 358 cas d'homicide conjugal et dans les 358 cas, il y avait la présence du contrôle coercitif. Puis dans plus de la moitié, il n'y avait eu aucune voie de fait.
aucune violence physique. Fait que, avec ce qu'Isabelle vient d'ajouter, moi, de dire, j'ajouterais aussi toutes les violences sexuelles, que des fois elles sont tabous dans nos relations. Le Bon, le viol non-consentement. conjugal, Ouais, ouais. la, Pas de la, consentement. la, co- la coercition reproductive. Monsieur surveille les périodes d'ovulation, cache la contraception, force à regarder, à avoir des enfants, craque le condom. Ça arrive. On a des Oh là situations, on a des là, femmes qui nous racontent ça ces va loin. histoires-là. Ça va loin, hein? Ouais, 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 ouais. Puis qu'après, dans la coercition, on va dire, mais qui va vouloir de toi? T'as 6 enfants, t'as 32 ans. Tu sais, j'entends des discours comme ça, d'hommes qui Ouais. viennent mettre comme une cage autour de la femme. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller Mm. où avec tes 6 enfants? Puis, je sais pas, Dominique, si tu peux parler un peu Ouais. des enfants dans les maisons d'hébergement, tu sais, si une femme, elle arrive avec 5, 6 enfants, c'est pas toutes les maisons qui peuvent accepter le nombre, tu sais, les familles nombreuses, avec les femmes avec Mhm. plusieurs. Oui. Mm. Puis c'est qu'en fait, les femmes qui viennent en maison avec des enfants ont aussi les autres femmes à gérer. Donc, en plus de, euh, bon, ça c'est un préjugé qu'on a envers les maisons d'hébergement, là, mais en plus de croire que les intervenantes, on va juger les capacités parentales, le rôle de mère, ce qu'on ne fait pas, là, nous, on travaille en transparence tout le temps. Donc, on va toujours en fait valider tout ça avec la femme, avec les enfants. Mais je pense que d'arriver dans la maison, d'avoir les enfants, là, les enfants vont jouer, les enfants vont se mettre amis avec d'autres enfants, les enfants vont tester les intervenants, ce qui est tout à fait normal pour tester où est-ce qu'ils sont en sécurité. Donc là, la mère, elle doit s'occuper des enfants, gérer ses enfants, faire les démarches à elle, plus démarches juridiques, démarches financières, démarches de changer de travail, changer. Donc, ça devient en fait des énormes montagnes euh, que les enfants ressentent, que les enfants vivent, que les enfants voient. Les enfants, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont essayer de pallier aussi au manque pour la mère. Donc, ils vont prendre certains rôles qui ne leur appartiennent pas. Puis là, tout ça, ça va nourrir encore une fois le sentiment de culpabilité. Euh, donc, je pense que les femmes qui viennent en maison d'hébergement sont courageuses. Les mamans qui viennent en maison d'hébergement Ouais. sont oh, le- juste une coche parce que effectivement, il y a la Mm. DPJ, tu sais, qui, qui est souvent dans leur vie, là, on va se le dire, qui est souvent là, qui peut parfois nuire plus qu'aider. Il y a le lien il y a le lien mère-enfant aussi qui est toujours, toujours en fait taché par l'agresseur parce que, bon, l'enfant va être en colère contre sa mère parce que sa mère ne quitte pas, sa mère accepte ça, mais en même temps, l'enfant va vouloir protéger. Donc, souvent, il va devoir prendre un côté ou de l'autre. Mais quand on est enfant, notre Mm. besoin prioritaire, c'est la sécurité. Donc, souvent, le côté qu'on va prendre, c'est le côté de l'agresseur parce que c'est lui qui crie, c'est lui qui est plus fort. Là, quand on arrive en maison d'hébergement, il n'y en a pas d'agresseur. Donc, on ne se sent pas en sécurité. Fait que des fois, ils vont devenir des agresseurs. Puis, tu sais, c'est souvent vraiment des choses qu'on va travailler avec eux, qu'on va travailler avec tout le monde. Euh, mais si j'ai un message à passer aujourd'hui, là, je pense que euh, n'importe quel proche qui est inquiet, qui se pose des questions avant de faire, s'il y a un danger, c'est sûr qu'on appelle un 911, là, mais avant de faire des appels, comme par exemple porter plainte ou tout ça, je t'encourage à appeler les maisons, en fait, pour poser des questions, pour savoir si ça peut nuire à la femme ou non. Mm. Puis encore une fois, Sabri, tout ce que tu as dit, c'est vraiment parfait. Mais l'intuition des témoins est super importante et la transparence. Fait que par exemple, je Mm. sais que ça peut être difficile, mais si je suis inquiet pour un enfant qui est dans une situation de violence conjugale, ben, je pense qu'il est important quand même d'ouvrir la porte avec la mère pour qu'à la limite, tu sais, elle soit au courant que, ben écoute, je vais probablement faire un appel. Tu sais, est-ce que tu veux le faire avec moi? Je sais que ça peut être difficile, mais je vous partage qu'en maison d'hébergement, c'est ce qu'on fait, puis honnêtement, ça Mm. fonctionne super bien. Quelle bonne idée. Euh, Mm. puis, juste
une chose parce que oui, les féminicides, ça arrête plus, en fait, puis on comprend pas. Puis, tu sais, c'est vraiment l'ultime contrôle. Mais j'ai envie de vous dire que pour n'importe qui, en fait, ce qui est à observer, là, c'est le changement de comportement violent. Donc ça veut dire si quelqu'un utilise la violence énormément tous les jours, puis que tout à coup, il n'y en a plus du tout, ben, ça peut être une lumière rouge à un féminicide. Puis j'ouvre la porte aussi au fait que il y a une ressource, Alerte Lanaudière, qui est vraiment spécialisée là-dedans pour, euh, en fait, sortir les femmes qui sont à risque de féminicide, sortir les enfants qui sont à risque d'infanticide ou de suicide, euh, peu importe. Donc, appelez les maisons de vos quartiers. Si vous êtes inquiet pour quelqu'un, pour la vie de quelqu'un, on Ouais, va mettre un filet de sécurité en place avec vous, puis on va voilà. vous accompagner là-dedans. On est autant là pour les victimes que pour les proches aussi. Donc, n'hésitez pas à appeler les ressources qu'on vous a données. Oui, ben merci infiniment. Écoutez, le temps file, c'est vraiment tellement passionnant d'entendre autant le témoignage de Dee Joyce que d'avoir les avis de Dominique et de Sabri, les questions du public. Ce que je vous proposerais, parce qu'on va terminer, mais je vais vous proposer quelque chose. Comme Dee Joyce, il y a un projet musical, vous le savez, on en a parlé. Je vous ai mis dans le chat le lien pour le sociofinancement du projet. Pourquoi? Parce que très généreux dans son projet. Il y a 50 qui sont remis au Centre des femmes du plateau dans le sociofinancement. Et il y a 50, de ce 50 %-là, il y a donc les Centres des femmes du plateau et la FEAS. OK? Mais ce n'est pas ça, c'est qu'on encourage un projet de sensibilisation aux violences conjugales. C'est 5 pièces musicales uniques qui ont été créées par des Joyce. Puis, juste avant qu'on se laisse, tout le monde, on va se dire au revoir, mais restez parce que je vais faire jouer le clip de Oh Mama, qui est la chanson hommage à sa mère. Puis, c'est vraiment une belle pièce. Donc, je vous laisse la parole, puis je vais faire jouer le clip après. Ceux qui ont envie d'aller dans le chat, allez cliquer le lien pour la ruche, gardez ça en tête. Dans l'infolettre, sur le site Internet aussi de la FEAS, il y a les informations dans le communiqué de presse pour le projet. Donc, s'il vous plaît, pensez à ça, répandez la nouvelle autour de vous. Puis, on va suivre la carrière de Dee Joyce. Et merci infiniment à Dominique Vincelli de la Maison La Traverse, à Sabri Adel-Sadi, qui est une référence aussi par rapport à toutes les recherches et qui est vraiment un doctorat en travail social. On te remercie infiniment d'avoir été présent. Donc, voilà. Donc, je vous laisse la parole. Merci à vous. Je vous laisse la parole. Dee Joyce, on a-tu perdu Dee Joyce? Ah, je pense qu'on l'a perdu, ouais. Oui. On l'a perdu. Peut-être parce que là, l'émotion va être un peu forte aussi. Donc, merci infiniment. Merci à Diane d'avoir... Merci à toi, Isabelle. Merci à toi. Très bonne Dee Joyce. animatrice, encore une fois. Merci de te fait tout Merci, le Dominique. travail. Merci, Oui. Sabri. Et il y a des Joyce qui a levé Merci la à main. vous. Donc, je vais juste donner 2 secondes la parole à Dee Joyce. Et merci pour vos commentaires. On vous invite à laisser des commentaires dans le Q&A si vous voulez dire merci. On va... voyons, je ne suis pas capable de donner la parole. Où est-ce que tu es, Dee? Tu es là. Attends, c'est parce qu'il y avait... Ah, Voilà. Là, tu peux nous parler, Dee Joyce. Voilà. il est revenu. Ah, je suis là, excusez-moi, mon ordinateur a décidé de vouloir faire une mise à jour. Oh non! Oh zut, au mauvais moment! On s'est dit, oh mon La Dieu, il technologie. est disparu! Et oui, effectivement, je voulais compléter ce que tu disais, Isabelle. Vous toutes et tout ce qui est dans le Zoom, en cliquant sur le projet La Ruche. Donc, effectivement, il y a sur 50%, il y a une partie reversée au Centre des femmes du plateau et un autre 25% à la FEAS. Et l'autre 50% va être utilisé pour justement bonifier la campagne de relations presse pour pouvoir essayer d'aller plus haut, pour aller taper dans des médias comme Tout le monde en parle, pour aller peut-être dans des émissions à grande audience pour parler de ça, pour parler de tout ce que fait AFEAS, le Centre des femmes, continuer la sensibilisation, parce que là, on a les 12 jours d'action, mais des fois, ce que je trouve dommage, c'est qu'après,
toute l'année, ça continue. En fait, ça ne s'arrête pas aux 12 jours d'action où on doit se mobiliser, ça continue. Donc là, dans la cagnotte, on est rendu à 635 $ sur un objectif de 1000. Donc des fois, même mettre un 10, un 15, un 20, on va atteindre le premier objectif. Et déjà, on pourra faire des actions avec AFEAS. Et en plus de ça, on va pouvoir continuer la campagne parce que, comme l'a dit Sabri tout à l'heure, on n'a pas de subvention, nous, du gouvernement. Le projet, je l'ai autofinancé. Sabri, qui m'a accompagné sur des journées de rencontres avec des professionnels, tout ça, c'est du bénévole. Tout ce que vous avez vu lors du lancement, c'était du bénévolat, toutes les personnes qui étaient présentes. Et le but, c'est d'aller plus haut, d'aller plus loin. Et en plus de ça, si vous êtes intéressé à participer aussi au projet, ça me ferait grand plaisir. Vous avez vu quand je vais sur un plateau télé ou dans une émission radio, j'amène toutes les femmes qui sont dans le projet. Parce que ce projet, oui, c'est un hommage à ma mère. Je parle en tant qu'enfant, mais je veux que ce soit les femmes qui prennent la parole. Je veux que ce soit les femmes qui viennent parler de leur vécu, tout comme on le fait. On se met à nu, c'est dur, ça fait mal, je le sais, mais c'est en montrant qu'on est nombreuses et nombreux qu'on pourra essayer de faire changer les choses. Et des fois, un 10, un 15 $, ça peut faire une différence. Tendre une main fait une différence. C'est pour ça que le nom que vous avez donné à FEAS, l'opération Tendre la main, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Donc, Merci d'être venu vers nous. Merci d'être venu vers nous et d'avoir osé nous écrire. Merci à tous d'avoir été présents. Merci infiniment. Je vous rappelle qu'on est dans l'opération Tendre la main, mais que c'est toute l'année, comme nous rappelle D-Joyce, on porte nos rubans blancs. Il y en a qui le mettent autrement, mais celui-là, c'est celui de la FEAS pour dire non à toute forme de violence. Donc, merci. Puis, écoutez, on se laisse sur la pièce musicale. Donc, on va disparaître, puis on laisse la place à la musique et au clip. Donc, avec le vidéoclip qui a été fait avec des femmes incroyables, des femmes survivantes. Des survivantes, exactement. Puis on a vu Nathalie Tessier lundi qui est dans le clip. Il y en a plusieurs qu'on a vu lundi qui sont dans le clip. C'est vraiment quel beau projet, bravo. Merci infiniment. Puis bonne fin de soirée. On lance ça, ce clip. Le son va démarrer. C'est normal, on n'a pas de son au départ. J'écris cette lettre, je pose enfin mes mots à celle qui m'a fait naître et béni au berceau. J'écris cette lettre avec les yeux pleins d'eau d'un passé qui nous pèse bien lourd et le fardeau. Lui dire que je suis fier, même si je ne suis plus là. 5500 kilomètres me séparent de ses bras. L'amour que j'ai pour elle jamais ne s'éteindra. Les sacrifices qu'elle a fait, un jour Dieu lui rendra. Oh, maman, 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 oh, maman. Petit, j'avais peur d'en parler. Aujourd'hui, je suis bien plus fort. Quand je revois ses larmes couler, maman, est-ce que tout va bien? Ce sera la première femme à se donner pour les autres, au détriment de son bien et sous les coups d'un homme. Oh, maman, 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 je t'aime, même dans le pire. Tu as été forte, plus qu'une guerrière, je te le dis. Et je te pardonne pour toutes ces années cachées là où tu sais, pour me protéger. Ma vague,
toutes les personnes victimes de violences. Nos femmes, nos mères, nos sœurs, qu'elles soient libres de vivre sans avoir peur d'exister. Je lève ma plume pour honorer celle qui m'a donné la vie. Avec ces mots, je te livre ce que j'ai de meilleur. Que tu sois fier de ton fils adoré. Est-ce qu'on peut l'applaudir un peu? Oui. Bravo. Bravo, merci, merci. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Donc, 1000 fois bravo. Cette ouais. chanson-là, elle va jouer à la maison, on la traverse une couple de fois. Ah, nous, on la joue déjà depuis plusieurs jours là. Ouais, C'est déjà un hit. Merci infiniment tout le monde. merci. Je vous laisse le dernier mot, puis on va se quitter dans la douceur. Merci, D-Joyce, pour ce projet-là, pour ta voix, pour ce que tu fais, pour la différence que tu vas faire pour chaque femme, chaque maman et chaque enfant aussi. Pour vrai, merci, merci, merci. Je ne sais pas si tu connais Harry Potter, mais tu es clairement un griffon d'or. C'est sûr et certain. Merci. Au plaisir de travailler avec toi. Merci beaucoup. Merci vraiment. Juste, merci Dominique. Merci Diane. Merci Sabri. Merci Isabelle. Merci de m'écouter. Merci de m'entendre. Et merci d'agir avec moi, à mes côtés, ensemble. Et on va continuer. On va pas s'arrêter. Dominique, on va échanger ensemble parce que là, on est en train de voir avec Sabri comment est-ce qu'on peut continuer fort ce qu'on a commencé et le faire ensemble. Parce que là, finalement, on est nombreuses et nombreux. Comment est-ce qu'on peut taper du poing et donner envie à tout le monde de se mobiliser et peut-être même de créer aussi à leur tour parce que il y a des personnes inspirantes, des femmes qui deviennent entrepreneurs, des femmes conférencières. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais des fois, on n'a juste pas confiance en soi. Et juste ça, c'est fort. Merci beaucoup. Et de toute façon, c'est une première, mais c'est certainement pas une dernière. Non, Que le non, début. non, non, non. Mais c'est ça, moi, je voulais aussi prendre le temps pour remercier beaucoup Isabelle et Diane là, pour l'animation puis toute la gestion là, de cet événement. Merci aussi à la FEAS de créer des opportunités comme l'opération Pas de la main puis plein d'autres que j'ai hâte de connaître. Merci beaucoup, DJ. Je te dis tout le temps merci, mais je pense que tu fais vraiment la différence avec ton projet puis tu viens amener, comme je te le dis tout le temps, tu amènes beaucoup de force en te connectant à un vécu que tout le temps on a mis de côté. Puis je suis content de faire ça, ce petit bout de chemin avec toi. Puis je suis content aussi que on multiplie tous les événements un peu partout pour essayer de continuer à passer le message. Puis ça serait vraiment un plaisir là, Isabelle, Diane ou Dominique là de continuer à collaborer avec vous sur d'autres projets, que ce soit des projets de la FEAS ou d'autres projets concrets. Pour donner un peu un teasing là avec DJ, on pense peut-être à créer une série de podcasts. Oui, complètement. Quelle Voilà, bonne idée. si ça vous intéresse un jour. Dominique est déjà partante. C'est excellent. Merci à tous. Merci beaucoup. Écoute, nos éditeurs sont restés accrochés avec nous, donc on remercie tout le monde d'être Oui, un gros merci. Merci pour vos belles questions. Merci Ouais. pour votre engagement. Donc voilà, Diane, un mot pour terminer? Écoutez, je suis sans mots. En fait, j'ai juste envie de parler de façon très spontanée, sans filtre. Te dire, D-Joyce, que tu me sembles être un être d'exception. Pour avoir justement tant de courage à partager ce que tu as vécu et ce que je peux soupçonner même qui rend pas tout à fait encore ce que tu as pu vivre, ce que tu as pu ressentir pendant ta jeunesse. Et je te partage ça encore avec la gorge nouée parce que je peux comprendre ta situation aussi.
Et, et je me dis, tu as peut-être sauvé une vie ce soir, sans que tu le saches. Parce qu'on était une trentaine, et je suis certaine que parmi 30 personnes, certainement une sur 30, ce n'est qu'une personne sur 30, tu aurais pu peut-être lui donner ce courage d'intervenir auprès d'un membre de sa famille et que tu as peut-être sauvé ce soir. Ben oui. Alors, je te dis un immense merci en mon nom, au nom de tous les membres de la FEAS. On est presque 5000. Alors, sois s'assurer que ça va porter fruit. Alors, encore une fois, mille merci. Merci beaucoup. Merci pour tes mots, Diane. Ça me va droit au cœur. Surtout quand tu dis que ce projet-là, ça ne comble pas 100% de mes attentes parce que j'ai encore un sentiment de je veux plus. Et, et tant que je serai à faire de la musique, je défendrai tout le temps ce message-là, même si ça en avance pas par pas, une heure à la fois, un jour à la fois. Mais bah, je suis un allié et on n'a pas fini d'entendre parler de nous parce on est nombreux. Au début, quand Sabri a rejoint le projet, on était deux, avec Tamara trois. Et comme tu as pu le voir, Isabelle, lundi, Mm. on est beaucoup. On Donc, on n'a pas peur de commencer petit. On n'a pas On peur n'a de pas fini commencer de ouais, nous petit. entendre. C'est ça, ouais. hein? Non, on n'a pas fini de nous entendre. Allez, un grand merci à tous. Une excellente fin de soirée, tout le Bonne monde. soirée. Reposez-vous bien, une belle recharge d'énergie, puis une bonne poursuite pour DJ et pour tout le monde. On reste en contact.